Je suis content d'être là pour vous présenter mon spectacle « Un fou noir au pays des Blancs ». J'ai préparé pour vous 4 belles histoires. La première, c'est l'histoire d'un prince. Il était une fois dans un village, un prince que les gens aimaient beaucoup. On l'aimait parce qu'il était attentif à tous les problèmes qui se posaient dans le village. Dès qu'il voyait des gens qui n'étaient pas contents, il leur disait « Ne vous fâchez pas ». Préparer à manger, acheter à boire. Et là, dans les châteaux en dehors du village, autour de la table, nous allons nous retrouver. Nous allons boire, nous allons manger et nous allons discuter de nos problèmes. Ce jour-là, tout était prêt. On n'attendait que lui. Mais au moment où il doit y aller, il se pose une question. Qu'est-ce que je mets comme vêtements? Est-ce que je garde mon costume de prince parce qu'il y aura beaucoup de gens? Ou est-ce que je mets mes vêtements ordinaires? Il aurait bien voulu mettre son costume de prince, mais il hésite. Parce que dehors, il y avait la pluie. Et lui n'avait pas de voiture pour se rendre au château. Il montait sur son cheval. Alors il s'est dit, je ne vais quand même pas monter sur mon cheval et me laisser tremper par la pluie. Il trouve comme solution de garder ses vêtements de tous les jours. Mais il prend quand même son costume dans un sac. En se disant, quand j'arriverai tout près du château, il y a une rivière qui coule par là. Je vais descendre, je vais me laver, je vais m'échanger et j'entrerai au château habillé en prince. Le voilà qui s'en va. Mais à mi-chemin, il entend des bourdonnements d'abeilles. Les abeilles, ça donne du miel, hein? Mais quand vous les énervez, elles vous piquent. Celles-là, on les avait déjà énervées. Le prince est donc en danger. Il risque d'être piqué par les abeilles. Il va vite. Voilà une abeille qui le poursuit, qui pique non pas le prince, mais le cheval. Oh, il a mal, le cheval. Il a tellement mal qu'il devient fou. Alors, il projette le prince et le prince tombe dans la boue. Et le cheval s'en va avec le costume de son maître sur le dos. Le prince se relève. Il se regarde, il n'est pas du tout beau à voir, hein? Il se débarrasse de la boue, il se dit, à la guerre comme à la guerre, j'y vais comme ça. Et voilà, il se présente à l'entrée du château. Là, il y a quelqu'un à la porte qui le regarde et qui lui dit, stop monsieur, c'est pas la journée des mendiants. Hein? Les mendiants reçoivent l'aumône ici une fois par semaine, c'est pas aujourd'hui. Et le prince qui lui dit, à quoi voyez-vous que je suis un mendiant? Et le portier lui dit, vous vous êtes regardé monsieur, vous avez vu comme vous êtes? Et le prince lui dit, ne vous fiez pas aux apparences, monsieur, je suis le prince que vous attendez. Et le portier qui lui dit, mon œil, vous êtes le prince, vous? Moi, je suis le roi alors. Hein? Et vous savez ce qu'il vous dit, le roi? Allez vous faire voir ailleurs. Et le prince lui dit, si je pars, la fête n'aura pas lieu, c'est moi que vous attendez. Vous ne voulez pas me croire? Appelez-moi alors votre chef, je vais m'expliquer avec lui, peut-être que lui me reconnaîtra. Et on appelle le maître des cérémonies. Il arrive, hein, il regarde le prince, il dit, c'est quoi ces mendiants? Et le prince lui dit, vous aussi vous m'appelez mendiant, allez-vous-en. Le prince lui dit, oh là là, je suis le prince, monsieur. Allez-vous-en, sinon on lâche les chiens. Ok, je vous aurais prévenu. Hein. Votre fête n'aura pas lieu. C'est moi le prince, voilà que vous me chassez. Et le prince est parti. Il marche. Et sur son chemin de retour, il regarde au loin, qu'est-ce qu'il voit? Son cheval qui s'est calmé dans l'entretemps. Il siffle et le cheval vient vers lui. Il regarde sur le dos du cheval, son costume est là. Le prince prend son costume, il va à la rivière, il se lave et il se change. Maintenant qu'il est habillé en prince, hein, il retourne au château. Cette fois-ci, c'est tout le monde qui l'ovationne. Entrez, prince, installez-vous. On va vous donner à boire et à manger. Comme ça, on aura le temps de discuter. Le prince s'installe. On lui apporte à boire et à manger. Oh, mais qu'est-ce qu'il fait donc? Qu'est-ce qu'il fait, lui, qui pourtant tenait à la propriété de ses vêtements? Eh bien, il prend une bouteille de vin. Et il verse du vin sur son costume. Il salit son costume avec du vin. Les gens se regardent. Il est devenu fou ou quoi, notre prince? Il prend une louche, hein, il prend du potage. Il verse sur ses vêtements. Il prend de la viande, hein, il se frotte partout. Il y avait des frites aussi. Il prend des frites, il se frotte partout sur les vêtements. Et les gens se disent, oh là là, il est devenu fou, notre prince. C'est alors que dans la salle, quelqu'un dit, peut-être pas si fou que ça. Pendant qu'il fait ses gestes, il murmure quelque chose entre ses dents. Taisez-vous donc, on va entendre qu'est-ce qu'il dit. Et tout le monde se tait. Et qu'est-ce qu'on entend dire le prince pendant qu'il fait ses gestes? Le prince dit, bois mon costume, mange mon costume. C'est à toi qu'ils ont donné, c'est pas à moi qu'ils ont donné. Quand moi je suis venu, on ne m'a même pas laissé entrer, tu sais. Mais quand je t'ai mis, on m'a laissé entrer. C'est donc toi qu'ils accueillent, c'est pas moi qu'ils accueillent. Bois mon costume, mange mon costume.
Les gens se regardent, ils comprennent que c'est lui qu'ils avaient chassé. Et quand il a fini, hein, il leur dit, mon costume a bien mangé. Hein? Et puisque moi je n'étais venu que pour l'accompagner, maintenant je les raccompagne à la maison. Vos doléances, vous les enverrez à mon costume. Hein? J'espère qu'il vous répondra. Et le prince est sorti, il est parti cette fois-ci pour de bon. Et puisqu'il est parti, vous savez ce qu'ils ont fait les autres? Ils ont arrêté la fête. Il n'y avait plus personne qui avait le cœur à la fête. Ils se sont rendus compte qu'ils avaient chassé leur prince. Moralité, vous avez une fête en Europe, vous avez une fête en Belgique, vous avez une fête à Waterloo, une fête chez vous à la maison. Regardez bien à l'entrée de votre maison là. Il y a peut-être quelqu'un venu de loin, à qui vous avez peut-être envie de dire vous aussi, « Hey, stop, c'est pas la journée des mendiants. Hey, stop, nous ne pouvons pas accueillir toute la misère du monde. » Moi, je vous dis, faites attention, c'est peut-être un prince, son cheval a été piqué par une abeille. Qui sait? La deuxième histoire que je vais vous raconter, c'est l'histoire de George Bush, le président américain. Voilà un jour George Bush qui meurt. Et il va tout droit en enfer. Hein. Et dès qu'il arrive en enfer, il est accueilli par Satan. Et George Bush qui voit Satan, il lui demande, où est Ben Laden? Et Satan lui dit, Ben Laden n'est pas ici. George Bush qui dit, comment il n'est pas ici? Je l'ai envoyé ici avec mes bombes. Satan qui dit, il n'est pas arrivé. Alors George Bush est très inquiet. Il s'est dit, si Ben Laden n'est pas ici, c'est qu'il est encore dans les montagnes, en train de préparer un coup contre les Américains. Alors il dit à Satan, Satan, laisse-moi donner un coup de fil. Satan qui dit, non, hein, ceux qui sont ici ne téléphonent plus là-bas. S'il te plaît, Satan, sois gentil. Hein, juste une minute, s'il te plaît. Il faut que je dise aux Américains, ils doivent être vigilants. Tu vois bien que Ben Laden n'est pas ici. Satan qui lui dit, vas-y, mais sois bref. Et il prend le téléphone et il appelle les Américains. Il leur dit, Ben Laden n'est pas ici, soyez vigilants là-bas. Et il dépose le téléphone. Dès qu'il a déposé le téléphone, Satan lui tend la facture de la communication téléphonique. Et vous savez combien il lui demande? 10 millions de dollars. George Bush qui dit, quoi? Je veux parler pendant 1 minute seulement et tu me demandes 10 millions. Satan qui lui dit, ah oui, les États-Unis, c'est pas la porte d'à côté. Hein. Allez, tu payes. Eh bien, on ne discute pas avec Satan. Hein. Il prend son chéquier, il tire un chèque 10 millions, il paye. La reine Elisabeth d'Angleterre qui dormait dans son coin se réveille. Elle veut téléphoner aussi. Et Satan qui lui dit, mais toi tu étais calme jusque-là, c'est quoi? La reine qui dit, laisse-moi téléphoner. Tu sais, l'accident de Diana, là, c'est pas clair. Hein? Je voudrais savoir où ils en sont avec les enquêtes. Elle prend le téléphone, elle aussi. Elle parle pendant 2 minutes. Dès qu'elle a fini, facture 10 millions de livres sterling. Mais Satan, t'es pas gentil, hein? Satan qui dit, je n'ai jamais été gentil, moi. Allez, tu payes. Elle prend son chèque, elle tire un chèque, elle paye. Il y a un troisième, un dernier qui va appeler. Et le troisième, vous savez comment il s'appelle? Mobutu, l'ancien dictateur du Congo. Et là, Satan qui dit au Mobutu, Mobutu, toi, tu t'es calme, hein? Tu es assez dérangé comme ça quand tu étais sur Terre. Mobutu qui dit, il ne faut pas exagérer, hein? J'ai dérangé quand j'étais sur Terre. Allez voir maintenant après moi, tiens. Eh bien, il prend le téléphone. Mais pauvre Mobutu, au lieu de faire comme les autres qui ont parlé pendant 2 minutes, Mobutu parle pendant 1 heure tellement il y avait des problèmes au Congo. Et dès qu'il a fini, hein, Satan lui donne la facture de la communication téléphonique. Et vous savez combien il lui demande? 3 dollars seulement. Alors là, George Bush se met en colère. Satan, on sait bien que tu es injuste de nature, mais pas à ce point. Nous deux, on a parlé pendant quelques minutes. Tu nous demandes des millions. Et Mobutu parle pendant 1 heure. Tu ne lui demandes que 3 dollars. Et Satan qui regarde, qui lui répond. Ça vous étonne? De l'enfer au Congo, c'est une communication locale, non? Maintenant, on va passer aux choses sérieuses. Maintenant, je vais vous parler d'un fou noir au pays des Blancs. Voilà 11 ans que j'habite chez vous. Et depuis que je suis en Belgique, hein, j'ai beaucoup entendu parler des gens qui viennent d'ailleurs. On les appelle les sans-papiers, les candidats réfugiés, les clandestins. Et on se pose beaucoup de questions à leur sujet. Qu'est-ce qu'il faut en faire de tous ces gens? Est-ce qu'il faut tous les régulariser? Est-ce qu'il faut les renvoyer dans leur pays? Ou bien ouvrir des centres pour les enfermer? C'est des questions à l'ordre du jour. Hein? Et il arrive que les autorités belges décident que dans un village ou dans un autre, on va ouvrir une maison d'accueil pour ces gens-là. Mais en attendant qu'on désigne le village où on va les mettre, c'est tous les Belges qui tremblent, pourvu qu'ils ne viennent pas chez nous. Et lorsqu'on dira c'est dans votre village qu'on va les installer, tout le monde est en colère. Qu'est-ce qu'on a fait au ciel pour mériter ça? Donc pour mériter que les étrangers viennent chez nous.
Moi, je n'oublierai jamais un soir, j'étais chez moi en train de suivre les journaux télévisés. À côté de moi, ma fille Christelle, 12 ans en ce moment-là. Eh bien, nous voyons un journaliste au journal qui arrive dans un village de Luxembourg et il pose une question à un couple qui passait. Eh, vous êtes au courant? Non. On va ouvrir dans votre village une maison pour accueillir les étrangers. Qu'est-ce que vous pensez? L'homme n'a pas répondu, hein. Depuis que je suis chez vous, je constate que ce sont les dames qui répondent aux questions. Et qu'est-ce qu'elle dit, la dame? Elle dit, ça dépend. Si ce sont les gens de Kosovo, pas de problème. Ce sont des gens comme nous, ils peuvent venir. Mais si ce sont les autres, eh bien, je ne suis pas d'accord. Et là, ma fille qui me regarde et qui me demande, papa, tu as entendu? J'ai dit, j'ai entendu. Et ma fille qui me dit, c'est qui les autres, papa? J'ai dû dire à ma fille, les autres, c'est nous. Et ma fille étonnée m'a regardé, m'a demandé, papa, pourquoi sommes-nous les autres? Je lui ai dit, je ne vais pas te répondre. Moi, j'ai la chance de parler aux Européens. La prochaine fois que je vais leur parler, je leur poserai ta question. Et si jamais quelqu'un me répondait, je viendrai te dire la réponse. Donc, vous retenez la question de ma fille, pourquoi sommes-nous les autres? Des fois, quand nous passons dans vos villages, hein, il y a des gens qui nous regardent et qui font des commentaires. « Hé, t'as vu celui-là » Et les autres qui me regardent. Il y en a de plus en plus. Hein. Un autre qui ajoute « Mais qu'est-ce qu'ils viennent faire chez nous ?» Et un autre qui complète « L'Europe ne peut quand même pas accueillir toute la misère du monde. » Voilà des choses que nous, on entend au quotidien. Heureusement, parmi les Européens, il y en a qui sont gentils. Tous les Belges ne sont pas des méchants. Parmi vous, il y en a qui sont gentils. Hein. Et ceux d'entre vous qui sont gentils sont nos amis. Et nos amis belges, parfois, ils nous posent la question, dis-moi, Pi, quand tu entends qu'on t'appelle la misère du monde, qu'est-ce que tu as envie de dire? Et là, moi aussi, je réponds, je dis, ça dépend. Si celui qui dit ça est pressé de partir, je le laisse partir. Mais si c'est quelqu'un qui a du temps, qui veut vraiment savoir qui je suis, d'où je viens, pourquoi je suis parti de mon pays, qu'est-ce que je fais là, comment ça se passe pour moi, et même s'il ajoute après, quand est-ce que vous rentrez dans votre pays, monsieur? Eh bien, c'est à ces questions-là que je vais répondre. Mais je vous préviens, au moment où j'essaye de répondre à ces questions, c'est pas pour attirer l'attention sur moi. Moi, j'ai de la chance, hein. La preuve, vous me donnez l'occasion de pouvoir vous parler. Mais pendant que moi, j'ai cette chance de pouvoir vous parler, je sais qu'il y a des gens venus d'ailleurs, hein, qui dépriment dans leurs appartements. Il y en a qui ne comprennent même pas les langues d'ici. Il y en a qui sont dans une procédure interminable. Alors, ils ont peur du gendarme, ils ont peur du policier, ils ont même peur du facteur, hein. Parce que c'est lui qui, tôt ou tard, apportera la lettre recommandée avec l'ordre de quitter le territoire. Alors si à partir de ce que je vais vous dire, vous pouvez penser un peu à tous ces gens-là qui n'ont pas la parole, eh bien j'aurais joué un petit rôle quelque part. J'aurais été la voix des sans voix, celui qui parle au nom de ceux qui ne peuvent pas parler, et mon exil aura eu un sens quelque part. Mais avant de continuer, je voudrais quand même vous faire une petite remarque. Quand moi j'étais élève au collège dans mon pays, j'ai eu aussi la chance d'avoir des profs qui venaient de l'Europe. Et je me souviens de notre prof d'histoire, le pauvre. Un jour, il a dû nous parler de la guerre mondiale. Et nous avons levé les doigts. Monsieur, qu'on se batte en Afrique, normal, hein? Nous sommes des sauvages. Mais vous, les civilisés, pourquoi vous vous êtes battus? 14-18, 40-45, Hiroshima, Nagasaki, chambre à gaz, bombardement, mine antipersonnelle qui coupe les jambes des enfants. C'est ça la civilisation, monsieur? Il était gêné, hein, le pauvre. Et il nous dira, mais vous savez, les causes de la guerre ne sont pas recherchées dans l'actualité du moment. Et il nous a parlé des causes lointaines de la guerre mondiale, qu'on a retrouvées en philosophie, hein, avec un certain Nietzsche et sa théorie du surhomme. Mais j'ai envie de vous dire la même chose. Vous voyez quelqu'un comme moi qui passe dans vos rues, vous me demandez pourquoi je suis parti de mon pays. Je vais vous le dire, hein. Mais moi aussi, je vais commencer par les causes lointaines de mon exil. Et c'est quoi les causes lointaines de mon exil? Eh bien, c'est l'histoire de l'Afrique. Il était une fois des Africains, n'est-ce pas, là-bas chez eux en Afrique. Ils vaquaient à leurs activités quotidiennes là-bas chez eux. Ils ne savaient pas où se trouve Ostende. Hein? Ils ne savaient pas où se trouve Bruxelles. Ils étaient chez eux. Mais voilà qu'en 1884, quelque part à Ostende, un certain Léopold II, roi de Belge, rencontre Stanley, un explorateur anglais. Et de quoi ils vont parler? De l'Afrique centrale. En 1885, les Européens se retrouvent à Berlin. Ils ont une carte de l'Afrique, hein, et ils se partagent l'Afrique comme une tarte. Pendant ce temps, les Africains sont chez eux. Ils vaquent à leurs activités quotidiennes là-bas chez eux. Ils ne savent pas qu'on se partage leur continent à Berlin. Et lorsqu'on a fini de se partager l'Afrique, eh bien, Léopold II, roi de Belge, devient propriétaire de mon pays, qu'il va d'ailleurs appeler
État indépendant du Congo. Déjà indépendant, hein, comme pour dire à la Belgique, tu ne t'ammèles pas. État indépendant, propriété privée, à moi, Léopold II. Donc, de la même façon que vous pouvez dire aujourd'hui que vous avez un champ de 5 hectares, Léopold II pouvait lui dire qu'il avait en Afrique centrale un champ de 2 345 000 km carrés, avec des bonhommes qui circulaient là-dedans. C'était nous autres. Et Léopold II envoie ses gens aller me cultiver mon champ. Et mes ancêtres voient débarquer des blancs qu'ils n'avaient jamais vus. Vous savez comment ils ont réagi en vous voyant? Ils ont pris la fuite. Ils ont pensé que c'était des noirs qui étaient morts et qui revenaient sous une autre forme. Et ces Européens qui vont chez nous, qu'est-ce qu'ils vont chercher là-bas? Ils vont chercher du coton. On appelait ça l'or blanc. Et oui, hein, vous avez des industries textiles ici, hein, mais la matière première, vous ne l'avez pas. Hein. Depuis que je suis en Belgique, je n'ai jamais vu un champ de coton. Mais j'ai laissé les champs de coton là-bas chez nous. Alors à nous, on nous dit cultivez-nous du coton, on en a besoin en Occident. Et voilà, mes ancêtres cultivent du coton pour amener ici. Les Européens voulaient du caoutchouc pour faire le pneu de véhicule. Et nous, dans notre forêt équatoriale, nous avons un arbre qu'on appelle l'éveilla. Il suffit de les saigner, vous avez du latex. Avec ça, vous faites les caoutchoucs, vous pouvez faire le pneu de véhicule. Nous, on avait l'arbre, mais on n'avait pas de véhicule, donc on n'en avait pas besoin. Les Européens voulaient du thé, ils voulaient du café, ils voulaient du tabac. Tout ça, ça pousse chez nous. Vous voyez comment commencent les relations nord-sud? C'est pas seulement du nord au sud, mais ce que je vous raconte là, du sud au nord. Hein. Mais à ce moment-là commence aussi une injustice qui n'a pas encore été corrigée jusqu'à maintenant. Maintenant que moi j'habite chez vous, je vous admire quand je vous vois travailler. Vous avez fini de produire quelque chose? Je vous demande, ça coûte combien? Et vous me répondez, attendez, je vais calculer mon prix. Et je vous vois calculer votre prix. Comment vous faites? Quels sont les paramètres que vous prenez en compte pour calculer votre prix? Vous allez me dire, matière première, ça m'a coûté autant. Nombre d'heures de travail, amortissement de mes machines, taxes, bénéfices. Voici mon prix. Mais allez demander un peu aux Africains qui produisent aussi des choses qui viennent ici. À combien vous allez vendre? Ils vous répondront au prix qu'on voudrait bien nous donner. Eh oui, ça a toujours été comme ça. Hein. Ce qui est produit là-bas, le prix est fixé par celui qui achète. Et celui qui achète, il fixe le prix en fonction de ses intérêts à lui. Ça a toujours été comme ça. Hein. Heureusement, parmi vous, hein, il y en a qui sont gentils aujourd'hui et qui se battent dans les associations comme Oxfam, Opération 1111, pour qu'il y ait un commerce équitable dans le monde, pour supprimer la dette du tiers-monde, parce que cette dette, elle pèse sur nous alors que nous ne méritons pas cette dette-là. Mais ces Européens qui vont chez nous ne sont pas tous des enfants de cœur. Hein. Il y en a qui sont durs avec les Africains là-bas, qui les maltraitent d'ailleurs aussi. Alors en 1908, il y a des journalistes d'ici qui vont aller voir un peu là-bas, parce qu'ils ont entendu dire que les agents de Léopold II abusaient parfois de leur pouvoir. Et quand ils arrivent là-bas, ils se rendent compte que ce n'est pas faux. Vous savez la punition qu'ils avaient là-bas quand tu n'as pas produit suffisamment? On te coupe la main droite. Vous vous rendez compte? Tel jour, le blanc viendra peser ce que vous avez produit. Vous n'avez pas produit suffisamment, punition, allez, coupez la main. Et quand ce reportage va être fait ici, les Européens d'ici ne sont pas d'accord. Hein. On fait pression sur le roi, et le roi reconnaît que tout ça arrive parce que le Congo est trop grand. À lui tout seul, il ne peut pas le gérer. Alors il va donner le Congo à la Belgique. Et là, nous sommes en 1908. Mon pays change de nom. Ce n'est plus l'État indépendant du Congo, propriété privée du roi Léopold II. Mon pays devient Congo belge, colonie de la Belgique. Là où on envoie des Européens plus ou moins bien intentionnés. Et ils partent avec une mission qu'ils appelaient mission civilisatrice. Et quand ils sont venus chez nous, ils ont fait aussi des choses qui nous ont profité. Une des bonnes choses que les Blancs ont fait quand ils sont venus chez nous, ils ont mis fin à l'esclavage. Parce que nous, on était un continent où les gens pouvaient dire, on va à la chasse. Et à la chasse, on attrape quelqu'un comme moi. On lui met des chaînes aux bras et aux pieds. On le marque au fer. On va le vendre aux États-Unis. C'est de là que viennent les Noirs américains. Hein. Eh oui. Lorsqu'il a fallu construire les États-Unis, à défaut de machines, on a dit qu'il faut des hommes forts qui aiment le travail. Et les hommes forts qui aiment le travail, vous savez où on les a trouvés? En Afrique. Maintenant, je suis étonné. Quand je passe dans vos rues, un Européen qui ne connaît pas l'histoire, il me regarde passer, il crie « fainéant ». Mais quand il y a un blanc qui travaille très dur, vous savez comment on dit aussi? Il travaille comme un nègre. Vous devriez savoir ce que vous voulez à la fin, n'est-ce pas? Les Européens nous apportent la médecine occidentale. Avec la médecine d'ici, les Blancs ont fait beaucoup de bien en Afrique. Ils vont sauver des vies, ils vont éradiquer des maladies,
Ils vont prolonger l'espérance de vie des gens. Ils vont protéger la mère et l'enfant et l'accouchement. Et même éradiquer des maladies carrément. Chapeau à votre médecine. Et ils nous apportent l'école à l'occidental, où j'étais à apprendre à vous parler comme je vous parle en ce moment. Et pour nous, l'école, c'est une porte sur le monde. N'eût été l'école, moi je ne serais pas ici en train de vous parler. Les Européens amènent l'eau courante dans le village. Et quand je dis amener l'eau courante dans le village, ça veut dire donner aux filles et aux femmes 3 heures de sommeil en plus. Parce qu'elles servaient à 4 heures pour aller à 5 km puiser de l'eau tous les jours. Et là, ils apprennent que le robinet peut arriver jusque dans le village. On construit des moyens de communication. Il y a eu du positif aussi. Mais comme il n'y a rien pour rien, les Européens vont faire aussi des prospections dans notre sous-sol. Et qu'est-ce qu'ils découvrent dans le sous-sol du Congo? De l'or, du diamant, du cuivre, du cobalt, du pétrole, de l'uranium. Et je vous signale que l'uranium qui a permis aux Américains de fabriquer la bombe atomique qu'ils ont larguée sur le Japon pendant la guerre mondiale, eh bien ça vient du Congo. Ce sont les Belges qui ont vendu ça aux Américains. Alors puisque le Congo est si riche, il y a une grande société minière qui s'appelle l'Union minière qui vient s'installer là-bas, dans le sud du Congo, dans la fameuse province du Katanga pour extraire les minerais. C'est là que mon histoire va commencer. Ces gens qui viennent dans le sud, ils ont besoin de beaucoup de bras pour descendre dans la mine. Mais ils ne vont quand même pas prendre tous les gens du Katanga qu'ils vont trouver là-bas et les mettre tous dans la mine. Il faut qu'il y en ait qui restent aussi à l'agriculture. Donc, ils vont engager une partie des Katangais dans la mine, mais ils vont aller au Kasaï, au centre du Congo, dans la fameuse province du Kasaï. Et ils prennent beaucoup de gens du Kasaï. Allez, vous allez travailler à Lubumbashi, dans les mines au Katanga. Et moi, je suis un descendant de ces gens-là. Nous sommes allés là-bas pour travailler. Mais vous allez voir maintenant les revers de la médaille. Tous ces gens qui viennent de loin pour travailler dans la mine, c'est pas toujours facile la mine. Hein. Vous descendez jusqu'à 1500 mètres en dessous. Vous creusez, vous creusez, vous creusez. Si vous n'avez pas bien respecté les normes de sécurité, eh bien, vous pouvez avoir un affaissement du sol qui enterre tout le monde. Hein. Ou alors une coulée de boue qui vient de l'extérieur et qui ensevelit les gens là-dedans. Hein. C'est pas facile de travailler dans la mine. Et même si vous n'avez pas un accident dans la mine, au bout de 20-30 ans, vous en sortez malade. Hein, à force d'avoir respiré la fumée et l'humidité là-dedans. C'est pas évident de travailler dans la mine. Tous ces gens qui vont travailler dans la mine doivent habiter quelque part. Alors les Européens, logiquement, commencent par construire des villes qu'on appelle villes minières. Allez vous promener de ces côtés-là, vous allez voir de belles villes. Hein. Likasi, Jadoville, eh bien Kolwezi, Kipushi, Lubumbashi, c'est de belles villes minières. Et dans ces villes, on a prévu des quartiers pour les travailleurs. Ça veut donc dire que pendant que monsieur descend dans la mine, son enfant va à l'école, parce que dans le camp des travailleurs, les Européens ont prévu une école. En cas de maladie, madame va au dispensaire. Si madame doit accoucher, elle va à l'hôpital. Et il y a même un service de protection maternelle infantile. L'eau est potable, il y a les courants électriques, l'hygiène s'améliore. Eh bien, ces gens vont se développer petit à petit. Et les années passent vite. Hein. 1960, le Congo est indépendant. Les Européens doivent partir. Oh, nous restons entre nous, alors là, les problèmes commencent. Parce que là où on fait maintenant le bilan dans la province, on se rend compte que parmi les intellectuels de cette province-là, il y a quand même une bonne proportion de descendants des mineurs qui, pour la plupart, ne sont pas originaires de cette province-là. Voilà comment nous devenons des mal-aimés. Voilà comment on va nous accuser d'avoir été favorisés par les Européens. Voilà pourquoi on va décider de nous mettre dehors. Vous allez dire, mais c'est un même pays. Eh oui, mais le Kasaï, c'est à 1000 km de là. Et vous allez dire, mais comment on vous reconnaît? C'est marqué dans nos pièces. Date et lieu de naissance. Katanga. Province d'origine. Mes parents étaient venus d'eux. C'est marqué. Et on décide de nous chasser. Et nous avons été chassés la première fois dans les années 60. Et n'oubliez pas, Lumumba a été tué en 61 de ce côté-là. Lumumba, c'était un Kassaïen aussi. À ce moment-là, ça ne va pas aller. Les Kassaïens dehors. Nous sommes partis. Quand Mobutu va reprendre le pouvoir, il se rend compte que pour diriger le Congo, il lui faut de l'argent. Et la Gécamine, c'est ça qui donne l'argent au Congo, à ce moment-là. Alors il dit, mais ces gens-là, moi j'ai besoin d'eux. Hein. D'autant qu'on avait tous, c'était des gens qui avaient une expérience professionnelle de plus de 20, plus de 30 ans. On va nous rappeler. Et Mobutu va instaurer la paix. Et puis on va de nouveau vivre convenablement. Jusqu'à 90. Une deuxième épuration ethnique va se présenter pour qu'on nous mette de nouveau dehors. Que s'est-il passé au Congo en 90, en 90? Eh bien, tous les Congolais étaient d'accord sur un point. L'ennemi du Congo, c'est qui? C'est les dictateurs. Il faut qu'ils s'en aillent. Mais le dictateur était intelligent. Il s'est dit comment créer une diversion. Je vais créer une guerre artificielle ici, dans mon pays. Comme ça, quand ils vont s'entretuer, moi j'irai avec mon armée, je vais mettre de l'ordre. Comme ça, l'opinion internationale qui nomme le président quelque part en dessous,
eh bien, verra qu'il n'y a que moi. Et ils vont me maintenir au pouvoir. Et Mobutu va appeler quelqu'un du Sud, qu'il va nommer Premier ministre, alors que la conférence nationale avait nommé Premier ministre quelqu'un du Kasaï. Et Mobutu savait qu'en mettant de côté celui du Kasaï, en nommant quelqu'un du Katanga, il opposait déjà les deux provinces. Et il va dire à celui-là, vous rentrez chez vous au Katanga, vous faites en sorte que la province du Katanga me soutienne, et je vous permets, vous, de mettre dehors les Kassaïens qu'il y a chez vous. Vous prenez leur travail, vous prenez leurs biens, et voilà, ça va continuer. Et moi, j'aurai le pouvoir si j'ai la province la plus riche. Cet homme-là va marcher avec Mobutu. Et nous, on est au Katanga où on voit les discours qui changent. Ils viennent là-bas à la télévision. On était d'accord de mettre Mobutu dehors, n'est-ce pas? On va un peu patienter. Parce qu'il n'y avait pas que lui comme ennemi. Nous avons deux ennemis. Mobutu d'un côté et les Kassaïens de l'autre. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On se sert de l'un pour vaincre d'abord l'autre. Alors maintenant, on va d'abord coaliser avec Mobutu pour mettre les Kassaïens dehors. Et c'est des chansons pour exciter les gens. On va prendre des gens qui n'ont pas de boulot. On les drogue, on dit attaquez les Kassaïens. Quand ils seront partis, vous aurez leur travail, vous aurez leurs biens. Et ils vont attaquer. Ça a commencé à Jadoville, pour ceux qui connaissent les Katanga, Likasi, Jadoville. Ensuite, Kolwezi, Lubumbashi, timidement, on n'a pas beaucoup attaqué à Lubumbashi. Et comment est-ce que ces gens-là procédaient? Le matin, on laisse monsieur sortir, aller au travail. Et parfois, il y avait des gens qui allaient travailler à 15 km de chez eux. Hein. Alors si on vous attaque au travail, vous êtes vulnérable parce que vous n'êtes pas tout près de votre maison. On laisse les gens sortir le matin. Et dès qu'ils arrivent au bureau, on vous attaque sur le lieu de service. Là, vous êtes faible parce que votre préoccupation, mes enfants, où sont-ils en ce moment? On a chassé les enfants de l'école en même temps. Et madame à la maison, on l'a chassé de la maison. Alors vous voyez l'homme chassé du boulot qui sort. Sur le chemin, il cherche ses enfants. À l'école, il a ses enfants. Et quand il arrive tout près de la maison, madame vient en pleurant. Les gens n'ont plus qu'une direction qu'on leur indique. Allez à la gare. Là, vous allez prendre un train qui va vous amener au Kasaï, à 1000 km de là, d'où étaient venus vos ancêtres. Mais le fameux train qu'on demande aux gens d'aller prendre, n'allez pas le comparer au vôtre. Hein. Quand j'arrive, moi, dans une gare en Belgique et que j'entends, le train est annoncé avec un retard probable de 5 minutes. Et je vois les Belges en colère en train de râler. Vous êtes des râleurs, hein, les Belges. Mais nous, le train qu'on nous a demandé d'aller prendre, il était attendu avec un retard probable d'un trimestre, s'il vous plaît. Il y a des gens qui l'ont attendu pendant plus de 6 mois, qui attendaient le train. J'aurais bien voulu voir un Belge qui attend un train comme ça. Nous, Africains, ça nous amuse quand on voit un Belge qui attend un train. Il est tellement pressé, il s'énerve, il fait les 100 pas, il est déjà en colère alors qu'il n'est pas encore l'heure. Et parfois, il arrive que le train arrive à l'heure, mais le Belge va quand même encore râler en disant « Encore un peu, il est arrivé en retard, tiens. » Et quand ces trains-là arrivent, c'est pas tout le monde qui va avoir une place là-dedans. Ce sont les jeunes parce qu'ils sautent par les fenêtres. Et quand vous regardez le train qui s'en va, il est tellement bondé que vous avez des gens même sur les trains, au-dessus. Hein. Pourtant, il est électrique. Vous êtes là au-dessus, mais attention au fil. Et on arrive dans un tunnel, quelqu'un crie « tunnel » et vous vous couchez sur le wagon. Si on a crié tunnel et que vous n'avez pas entendu parce que vous somnolez, vous cognez la tête et vous restez. Entre les Katanga et les Kasaï, 1000 km, eh bien, les gens faisaient 1 mois de voyage. C'est pas un TGV. Hein. D'ailleurs, dès qu'il partait, il fait à peine 30 km et quelqu'un crie « Arrêtez le train !» C'est quoi? Eh bien, une dame qui s'accouche. Elle a bien trouvé son moment, celle-là. On attend qu'elle termine. Et puis on reprend le voyage. 40 km plus loin. « Arrêtez le train, s'il vous plaît !» C'est quoi? L'enfant qui est né, il vient de mourir faute de soins. Et il faut enterrer l'enfant le long de la voie ferrée. Et le long de la voie ferrée, c'était devenu le cimetière le plus long des Kassaïens. Eh oui, entre le point de départ et le point d'arrivée, 30 jours de voyage, il fallait compter au moins 40 morts. Eh oui. Et là où ils arrivaient, le temps de les dispatcher dans leur village, eh bien, 80 morts par jour aussi. Vous avez déjà vu un enfant de 5-6 ans qui n'a jamais vu un mort avant? Et le premier qu'il voit, c'est son papa. L'enfant n'accepte pas. Pour lui, son papa fait dodo. Mais quand il voit qu'on manipule son père, l'enfant demande aux gens, mais qu'est-ce que vous faites? Vous dérangez mon père, il n'aime pas qu'on le dérange quand il dort. On sort son père, on creuse un trou de fortune dehors et on enterre le papa. L'enfant regarde hein, comme s'il assistait à un jeu de cache-cache entre adultes. C'est seulement quand on a fini, le chef-train a sifflé, le train redémarre, que l'enfant réalise que là, il perd son papa. Et il court, il tient le chef-train dans la chemise. S'il vous plaît, monsieur, arrêtez le train, vous n'allez pas partir sans mon père. On l'a mis dans ce trou-là. Le train ne s'arrête pas. Et l'enfant réalise là qu'il a perdu son père.
Il s'étonne d'ailleurs qu'il soit le seul à se battre pour son père. Il se tourne vers sa mère. Maman, dites quelque chose, non? Mwachiyambele, kwana tachiya weba umpesha milomba wani mwana mteketa milomba dituja nkosa milomba wadisulapu milomba chijicha kwa kumoye maumu kajabukase milomba mukajabukase sana wani mwachiyambele kwana tachiya weba umpesha milomba wani mwana mteketa milomba dituja nkosa milomba wadisulapu milomba chijicha. La maman lui répond avec des larmes. Et l'enfant comprend qu'il a perdu son père. Il découvre la mort avec la mort de son père. Nous étions près d'1 million dans cette province-là. On nous chasse. Et nous devons partir au rythme d'un train qui vient une fois par trimestre, qui a pris 500 ou 600 personnes. Dans combien de temps prendra-t-il tous ces gens-là qui attendent? Il y en a qui ont fait plus de 2 ans à la gare. Ce sont ces tentes que vous voyez, bleues, que les HCR a ramenées. On les voit à perte de vue avec des gens qui attendent là-dedans, un train hypothétique. Et dans l'attente, comment se passe la vie alors à la gare? C'est la promiscuité, mauvaises conditions d'hygiène, les épidémies. Alors les faibles commencent à mourir aussi à la gare. Moi, je suis arrivé un jour à la gare de Likassi, Jadoville. Je n'oublierai jamais ces jours-là. Je vois un médecin sans frontières à qui je pose la question. Monsieur, comment ça va ici? Et il me dit, ça va beaucoup mieux, monsieur. Nous n'avons plus que 17 morts par jour parmi ceux qui attendent. Je lui dis, quoi? 17 morts et vous dites que ça va mieux? Il me dit, oui monsieur, on en était à 50, hein. Nous venons de stabiliser à 17. Je fais le tour de la gare. Je vois une femme qui a perdu un enfant lundi. Elle a perdu un autre mardi. Elle ne sait plus pleurer celui qui agonise et qu'on va enterrer peut-être vendredi. Et les enterrements à la gare, ça va se passer comment? La gare c'est en ville, hein. Le cimetière est un peu plus loin. Mais comment aller au cimetière en sécurité pendant la guerre? Là vous voyez un enfant mort la veille. Toute la nuit il est resté dans les bras de sa maman. Le lendemain matin, la maman pleure son enfant en lui parlant. Les mamans africaines, quand elles pleurent leurs enfants, elles leur parlent en même temps. Réveille-toi, il faut que tu manges. Depuis hier, tu n'as pas mangé. Et les adultes doivent venir. Madame, il ne mangera plus, il est mort, accepte-le. Et lui arracher le corps de l'enfant. Le donner aux jeunes de 20, 25. Eux peuvent courir au cimetière. En cas d'attaque, ils vont se défendre, ils vont fuir. Et la dame, on ne la laisse pas suivre. Hein, parce que si jamais on attaque, qu'est-ce qu'elle va devenir? Alors les autres femmes la retiennent. Elle fait bail de loin à son enfant. Elle ne verra même pas où il va reposer. Vous avez déjà vu une mère dont l'enfant est déjà à 20 mètres, mais qui vous crie quand même, attendez, s'il vous plaît. Et vous la laissez quand même encore venir. Et qu'est-ce qu'elle vient faire? Réajuster le bonnet sur la tête de son enfant, comme si cela pouvait encore servir à quelque chose. Voilà les scènes que nous avons vues. Voilà les scènes que nous avons vécues. Et pendant que je fais comme ça le tour de la gare, une jeune femme qui me voit et qui m'interpelle. Monsieur, des gens comme vous voyez toute cette souffrance, qu'est-ce que vous faites? Et j'observe bien, je vois que c'était mon ancien élève, parce que j'ai été prof aussi. Et dans sa tête, elle a vu son prof, et le prof a des solutions aux problèmes. J'avais une réponse facile. J'aurais pu lui dire tout simplement, mais je suis du même côté que toi, non? C'est pas ça qu'elle voulait entendre. J'ai donc compris que moi, votre serviteur, dans ces circonstances-là, j'étais perçu comme quelqu'un qui pouvait faire quelque chose. Pourtant, je ne suis pas un homme politique, moi. Je ne suis pas un militaire, ça ne m'intéresse pas ces choses-là. Ah oui, mais je suis un écrivain, parmi les plus lus au Congo. Pas le meilleur, hein, mais le populaire. Alors là, je me souviens, l'écrivain, c'est qui? C'est la voix des sans-voix. Un écrivain, c'est celui qui parle au nom de ceux qui ne peuvent pas parler. Là, la fille me rappelait ce rôle-là. J'ai donc décidé de faire la seule chose que je pouvais, témoigner. Dire à la face du monde la souffrance que je voyais là. C'était ma façon de venger les morts et même de prévenir d'autres tueries. Parce que le bourreau, pendant qu'il tue, n'est-ce pas, il efface en même temps les traces. Et moi, je laisse les traces. Ma façon de venger ceux qui sont partis et de dire aux gens, faites attention, le monde saura ce que vous avez fait. Et si un jour il y a un jugement, eh bien, vous allez rendre compte. Hein. Alors, qu'est-ce que j'ai fait précisément? J'ai pris des images à la gare et j'ai fait un montage vidéo. J'ai fait une bande dessinée qui s'appelle Les Refoulés du Katanga, qui existe. Et j'ai fait un montage vidéo. Mais avec le montage que j'ai fait, j'ai eu les toupets de rentrer dans la ville de Lubumbashi. Et j'ai envoyé des invitations aux gens que j'estimais importants dans la ville, surtout les missionnaires. Ils sont venus dans une salle comme celle-ci et je leur ai dit, il meurt chaque jour 17 Kassaïens à la gare de Likassi. Qu'avez-vous fait chacun pour empêcher ça? Vous allez dire que vous ne saviez pas? Je ne vais pas vous donner la chance de dire que vous ne saviez pas. Et j'ai projeté les images que j'avais. Et j'en avais de fortes. Hein? Une femme qui arrive à la gare,
Sous le coup de l'émotion, elle met au monde. Et c'était des triplés qu'elle avait. Je prends ces images-là et je pose la question au monde entier. Qu'est-ce qu'ils ont fait ces enfants-là pour passer leur premier jour à la belle étoile, aux prises avec le vent, les moustiques et la chaleur? Qu'est-ce qu'ils ont fait ces enfants-là? Puis j'ai emballé mes histoires et je suis parti. Mais dans la salle, il y avait quelqu'un qui était proche du pouvoir. Il est allé m'accuser auprès des autorités. Oh là là! Ils ont envoyé quelqu'un me chercher. Ces jours-là, j'ai compris ce que c'est que d'être seul au monde. Seul, mais alors contre tous, même contre ma femme. Parce qu'elle m'avait prévenu. Arrête de faire ces témoignages. Si jamais on t'arrête, les enfants et moi, on va devenir quoi sans toi? Elle m'avait dit ça. Je ne l'ai pas écouté. J'ai nagé à contre-courant. Et le jour où on m'inquiète, ma femme, la première, me regarde dans les yeux. Qu'est-ce que je t'avais dit? Et là, je comprends ce que c'est que nager à contre-courant. Je comprends ce que c'est que d'être seul au monde. Je suis allé, et à ma grande surprise, j'arrive là, chez le gouverneur où on m'appelait, et je vois quelqu'un qui vient en trombe derrière moi. Et c'est qui? Mon directeur au service, qui lui était de cette province-là, qui voulait me protéger à sa manière. Il m'a quand même accompagné. Ces gens m'ont confisqué tout ce que j'avais comme document. Ils ont commencé à mener des enquêtes sur moi, pour savoir avec qui il travaille, qui finance ce qu'il fait, à quel pays aurait-il déjà envoyé ces documents. En attendant, ils m'ont laissé un peu tranquille. Parce que je suis quand même un écrivain. Un écrivain, il faut faire attention. Ou vous le tuez, ou vous ne faites vraiment rien. Sinon, il va écrire. Mais parmi ces gens-là qui devaient mener des enquêtes sur moi, il y avait aussi des gens bien. N'oubliez pas, dans toutes les guerres, vous n'avez pas que des bourreaux et des victimes. Même chez le bourreau, il y a des justes aussi. Hein. Et quelqu'un de ce côté-là va me souffler à l'oreille. Si tu peux quitter Pi, va-t'en pendant qu'il en a encore temps. Prends la fuite. Mais je vous assure, quand on a 20 ans, dire aller à l'aventure, ça peut s'expliquer. J'avais plus que les doubles. Marié, père de 6 enfants. Une bonne carrière professionnelle. Je venais de terminer la construction de ma maison. Je ne l'ai même pas habité, même pas un jour. Et il a fallu que je parte. J'ai eu plus de chance que les autres. Parce que sur mon chemin, j'ai rencontré un Européen, un Belge. Venu là-bas pour voir un peu de quoi il retournait. Et cet homme me trouve dans cette situation-là. Eh bien, il m'a tendu une perche. Il me donnait une petite bourse. Et je voyageais en sa compagnie jusqu'à Kinshasa. À Kinshasa, j'étais accueilli par les pères de Saint-Paul, qui sont mes éditeurs, pendant un mois. Le temps que le Belge me trouve un visa. Et voilà comment je suis venu dans votre pays. J'aurais donc répondu à la question, pourquoi ils partent de chez eux? C'est pas que matin, moi j'ai dit à ma femme, chérie, fais-moi ma valise, hein. Je vais en Belgique, il fait meilleur là-bas. C'est pas vrai. Dans mon cas, c'est un père de famille qui s'en va, qui laisse sa femme et ses enfants derrière lui. C'est un cadre d'une entreprise qui brise une carrière professionnelle. C'est quelqu'un qui a construit sa maison et qui ne va pas l'habiter, même pas un jour. Et je suis venu chez vous. Mais lorsque nous arrivons de ce côté ici, comment les choses se passent pour nous? Eh bien, mon baptême, je l'ai eu à Bruxelles National. Au moment où j'ai pris l'avion, chez moi, 40 degrés de température. J'arrive chez vous, moins 6 degrés. Je vous assure, ça nous glace quand nous arrivons. On n'est pas toujours habillé en conséquence. Hein. Parfois, on est en sandales et en t-shirt. Je me souviens avoir vu un Africain qui avait la chance d'avoir son enfant. Et l'enfant qui grelottait de froid et qui demandait à son père, « Papa, c'est toujours comme ça ici ?» Et le papa qui répond, « Oui, il paraît, il paraît. » Et l'enfant qui dit, rentrons chez nous, papa, c'est pas bien ici. Pendant ce temps, je vois un Belge qui marche, lui, à l'aise dans le froid. Et je lui demande, monsieur, c'est toujours comme ça ici, le climat? Et lui, il me regarde, il me dit, non, aujourd'hui, il fait doux. Aujourd'hui, il fait bon. Et moi, je me dis, en voilà un qui se moque de moi. Ça, il appelle faire doux. Et quand lui va dire qu'il fait froid, qu'est-ce que ça sera pour moi? Alors, j'observe maintenant pour sortir des avantèmes. Qu'est-ce que je vois? 2 files de gens. Dans l'une des files, ça se passe bien. Les gens montrent à peine le passeport et ils sortent. Hein? Mais dans l'autre, contrôle des papiers, fouille dans la valise, interrogatoire. Moi, je me dis, oh là là, 2 files. Ici, des gens respectables et ici, des gens bousculables. Vous savez ce que j'ai fait? Je suis allé du côté où ça se passait bien et j'ai fait la file. Je me croyais respectable. Et voilà quelqu'un qui vient vers moi. Monsieur, qu'est-ce que vous faites là? Je dis, j'ai fait la file, vous voyez bien? Il me dit, allez de l'autre côté. Je dis, non, hein. Vous avez vu comment on se bouscule là-bas? Et lui, il me dit, monsieur, vous vous êtes regardé? Et je me suis regardé. Et pour la première fois, je découvre que je suis noir.
Un jour, dans une école, un élève m'a dit, monsieur, mais arrête d'exagérer. Pour la première fois, vous découvrez que vous êtes noir. Et avant, vous pensiez que vous étiez rouge. J'ai répondu, avant, je pensais que j'étais un homme, tout simplement. Je ne savais pas que j'étais un homme noir. Ma couleur, c'est dans votre regard que je la vois. Mais je vous souhaite vous aussi de venir au Congo. Hein. Pendant que vous passez, je vois mon fils à la fenêtre. Hein. Papa, viens voir un blanc qui passe. Ce jour-là, vous allez prendre aussi conscience de votre couleur. Mais attendez, je ne veux quand même pas exagérer maintenant et dire qu'à Zaventem, il y a 2 fils blancs et noirs. Hein. Mais il y en a quand même 2. Européens, Schengen, c'est vous. Et non-européens, c'est nous. Alors chez les non-européens, il y a encore une autre hiérarchisation. Un jour, j'ai vu quelqu'un qui venait de Colombie et il me dit, monsieur, nous les Colombiens, chaque fois qu'on arrive dans un aéroport ou dans une gare, on nous fouille tout le temps. On pense que nous avons toujours de la drogue. Heureusement, j'ai trouvé un truc. J'ai dit, c'est quoi ton truc? Il me dit, maintenant, quand j'arrive dans une gare ou dans un aéroport, je m'aligne toujours derrière un noir. Alors lui, on les contrôle et moi, on me laisse passer. Et il dit, chaque fois qu'il a essayé, ça marche. Alors il continue. Je suis donc allé dans cette file-là. Et vous savez les questions qu'on nous pose dans l'autre file. Monsieur, d'où venez-vous? Qu'est-ce que vous venez faire ici? Quand est-ce que vous rentrez chez vous? N'oubliez pas de rentrer. J'ai dit, ouais, bravo les Belges, comme accueil, vous êtes des champions, hein. Mais allez voir un peu au Bénin, au Burkina Faso. Vous arrivez à l'aéroport, ils viennent vers vous, hein. Bonjour, bonne arrivée. Eh oui, c'est comme ça qu'on dit, de l'autre côté au soleil. Et ici, d'où venez-vous? Qu'est-ce que vous venez faire? Quand est-ce que vous rentrez? N'oubliez pas de rentrer. Ajoutez ça au froid, hein. J'étais comme ça, hein. Alors un Africain qui avait déjà beaucoup voyagé ici, il me regarde, il me dit, monsieur, je vois que c'est la première fois que vous venez ici. J'ai dit, oui, c'est la première fois. Il me dit, vous n'avez encore rien vu, hein, monsieur. Soyez courageux. J'ai dit, oh là là. Alors j'ai téléphoné à un compatriote qui habite ici depuis un bon bout de temps. Il vient m'accueillir quand même à l'aéroport. Et je lui demande, la prochaine étape, c'est quoi? Il me dit, Office des étrangers. J'ai dit, c'est quoi ça, Office des étrangers? Je t'expliquerai. Maintenant, on prend d'abord les trains pour aller en ville. Et on arrive dans le train. Je m'installe, et africain que j'étais, en face de moi, une femme européenne vient s'installer. Et j'oublie que je suis en Europe, et moi, comme en Afrique, j'ai dit directement, bonjour madame. Elle sursaute, elle me dit, vous me connaissez? Parce qu'en Belgique, pour dire bonjour à quelqu'un, il faut les connaître. Et moi qui viens d'Afrique, j'ai dit, mais comment vous connaître si je ne commence pas par vous dire bonjour? Alors je demande à mon compatriote, la prochaine étape c'est quoi? Il me dit, Office des étrangers. Je dis, c'est quoi Office des étrangers? Oh, mais c'est un building avec des juristes, hein. Tu vas là-bas et tu vas raconter ton histoire. Je dis, d'accord. Tu m'accompagnes? Oui, oui. Quand ça, demain? À quelle heure? 5 heures du matin. Je dis, pardon? En Belgique, pendant l'hiver, à 5 heures du matin, les Belges sont déjà au bureau. Non, 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 c'est nous aller avant pour être dans la file d'attente à un bon endroit. Ok, les jours suivants, 4 heures du matin. On est déjà debout, hein. Pendant l'hiver, je vous assure, il fait froid. Hein. Oh là là. Et on marche pour aller jusque-là. Et on y arrive. On croyait être le premier. La file est déjà longue. Oh là là, et on se met dans la file. On a l'impression que le temps s'arrête. 5h15 qui ne vient pas. 5h30, une éternité. 5h45, 6h, 6h15, 6h30, 6h45, 7h. Oh là là, ça n'en finit pas. 7h15, 7h30, 7h45, 8h. Alors vers 8h15, les Européens viennent lentement. Ils ouvrent leur bureau lentement. Ils tirent les rideaux lentement. Ils prennent leur café lentement. Et quand ils ont fini, alors ils nous ouvrent une porte. Nous entrons dans un grand hall. Au moment où on entre là-dedans, on est libre. Hein? Mais une fois qu'on est dedans, on n'est plus libre. Parce que derrière nous, ils vont fermer la porte à clé. Certains parmi nous sortiront avec des menottes au poing. Il y a un véhicule qui les attend dehors pour les amener au centre fermé, d'où ils seront expulsés man militari, parfois avec un coussin sur les nez pour qu'ils ne crient pas. Et d'autres rentreront même dans un cercueil, comme ce fut le cas avec Semira Adamou. Et puis alors on nous donne des numéros. Et nous allons patienter. Ils vont appeler numéro par numéro. Mais si au moins ils pouvaient appeler les numéros comme on a étudié à l'école. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Comme ça, si j'ai les numéros 100, je peux dire à quelqu'un, je vais dormir un peu. Si on s'approche de 90, tu me réveilles. Mais c'est pas comme ça qu'ils appellent. Vous savez comment ils appellent là-bas? Numéro 14, numéro 203, numéro 308, numéro 4, numéro 27. J'ai dit, mais c'est quoi? On me dit, ah oui, ils sont spécialisés par pays. Si toi, tu es le numéro 1 et tu viens du Congo, et que celui qui écoute les Congolais n'est pas encore là, c'est pas toi qui passes. Hein? Alors vous êtes sur les qui-vive tout le temps, sur les qui-vive de 8 à 17. Hein?
Mais nous qui savons parler le français, ça va encore. Hein. Mais vous prenez quelqu'un de l'Europe de l'Est, pas un mot de français, pas un mot d'anglais. Il a le numéro 40 hein, et il entend 52. Et lui, il va avec son 40. Il dit, toi, c'est 40, monsieur. Ah, d'accord. Et vous le voyez répéter comme un enfant. 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40. Il a retenu. Et puis le temps passe. Et on appelle beaucoup d'autres numéros et il oublie son numéro. Un moment, alors plus tard, il entend 140. Et il va avec son 40. Mais toi, c'est 40, monsieur. Finalement, il est tellement perdu. C'est nous, les Africains, qui les aidons parfois en lui disant, monsieur, vous assis ici à côté de moi. Moi, écoutez pour vous. Quand lui appelez vous, moi, dire vous, et vous allez là-bas. Ça va, monsieur? À ce moment-là, vous vous rendez compte comment la culture peut réunir les gens plus que la couleur de la peau. Hein? Lui, c'est un blanc, mais il est loin de Belge. Hein? Moi, je suis noir. Moi, je suis proche du Belge, moi. D'ailleurs, là-bas, si un Sénégalais me marche sur les pieds, je lui dis, va chez toi en France. Moi, je suis un peu chez moi ici. Hein? Moi, je viens du Congo belge, tiens. Et puis, mon tour arrive, j'entre là-dedans. Il y a un juriste devant moi. Allez, racontez votre histoire. Et je commence à raconter. Vous allez trop vite. D'accord, je vais parler un peu plus lentement. Oui, mais vous donnez trop de détails. Eh, monsieur, si vous voulez, j'écris, je vous donne les papiers. Non, c'est moi qui écris. Allez, allez-y. Et vous écrivez. Et quand il a fini, ok, c'est bien, vous pouvez partir, on vous écrira. Et là, je sors. Il est déjà 17 heures. Hein, et mon compatriote vient me voir. Il dit, ça a été? Oui, il m'a écouté, il a dit qu'il faut m'écrire. Maintenant, je demande à mon compatriote, tu penses qu'il va m'écrire demain ou dans une semaine ou dans 2? Il dit quoi? J'ai dit, il m'a écouté, il a dit qu'ils vont m'écrire. Dans une semaine, dans 2 ou dans 3 jours? Il me dit, dans 5 ans si tu as de la chance. Il dit, alors tu n'as pas compris ce que je te demande. Il dit, j'ai compris. Ce monsieur-là t'a écouté, il a pris des notes. Et tu me demandes quand il va te répondre. Je t'ai dit, dans 5 ans si tu as de la chance. J'ai dit, c'est pas vrai. Il dit, mais oui, tu as raconté une histoire, non? J'ai dit, oui, mais il faut le temps qu'il vérifie. Et pour ceux qui viennent du Congo, au moment où je suis arrivé, ça prenait à peu près 5 ans. Ça veut donc dire que pendant 5 ans, je ne verrai pas ma femme. Ça veut dire que pendant 5 ans, je ne verrai pas mes enfants. Et ils sont restés dans un pays en guerre. Hein. À ce moment-là, si vous leur parlez au téléphone, les enfants te disent, papa, tu t'es mis à l'abri et tu nous as oubliés. Je ne vous ai pas oublié, je suis dans la procédure. Mais papa, tu leur dis de faire vite, ici c'est la guerre. Qu'est-ce que ça peut bien leur faire, mon fils, qu'il y ait la guerre là-bas ou ailleurs? Je vous assure, un moment difficile. Ne vous étonnez donc pas de voir quelqu'un comme moi. Il passe dans vos rues et il est en train de se parler à lui-même. Et vous regardez encore un qui a disjoncté. Comment voulez-vous qu'il ne disjoncte pas 5 ans qu'il n'a pas vu sa femme? Comment voulez-vous qu'il ne disjoncte pas 5 ans qu'il n'a pas vu ses enfants? Je vous assure, un moment difficile. Je vais vous épargner les détails. J'ai attendu aussi, pas 5 ans, j'ai eu un peu plus de chance que les autres. Et à ce moment-là, où est-ce que j'habite à Braine-le-Comte, dans une maison d'accueil où il n'y avait que des candidats réfugiés. Un jour, moi aussi, j'ai eu les papiers pour habiter chez vous. Oh, mais les jours où j'ai eu mes papiers, vous pensez que je suis content ces jours-là? Non, je me suis senti inquiet. Parce qu'alors, ça veut dire, j'ai la confirmation que je ne peux plus retourner dans mon pays. 1. De 2, j'habitais une maison d'accueil, n'est-ce pas, où il y a des candidats réfugiés. Mais quand on me donne mes papiers, je dois maintenant quitter cette maison d'accueil-là. Et je dois venir dans votre village. Je dois venir dans votre cité, sur la même rue que vous, et vous dire à vous ici présents, poussez-vous là. Moi aussi j'arrive, je viens habiter ici. Et vous me demandez pour combien de temps? Non, je m'installe chez vous, nous allons vivre ensemble. Est-ce que nous sommes les bienvenus ou est-ce que nous sommes des intrus? La réponse, nous l'avons quand nous cherchons les maisons à louer. On a regardé dans le journal, on a vu un numéro, et j'appelle, monsieur, oui, vous avez une maison? Oui, 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 je peux venir visiter? Oui, oui, quel jour? Samedi 15h. Samedi 15h, j'arrive tout content. Je sonne, il ouvre. Oh, c'était un noir. Non, monsieur, il n'y a pas de maison ici. Mais c'est marqué appartement à louer. Non, non, attends, je vais enlever. Mais si je repasse là une semaine après, c'est encore appartement à louer. C'est de moi qu'on n'a pas voulu. Alors là, je me pose des questions. Puis qu'est-ce que tu fais ici? Dans mon pays, tout le monde aurait été content de m'avoir comme voisin. Hein. Là, fini, il n'y a plus personne qui veut m'avoir comme voisin. Ça fait mal, je vous assure. Alors moi, comme je suis têtu, un jour, il y a quelqu'un qui me refuse la maison, je sonne encore. Mais si vous n'avez pas compris, j'ai compris, mais je voudrais vous poser une question. Oui? J'ai dit, monsieur, pourquoi vous nous refusez les maisons? Il me dit, vous voulez que je vous le dise? J'ai dit, oui. C'est vous qui l'aurez voulu. Mais oui, allez-y, monsieur. Et il commence, vous les noirs? J'ai dit, oui, ça commence bien, hein, nous les noirs. Il dit, dès qu'on donne la maison à un, demain, il y en a 10 dedans. J'ai dit, c'est la solidarité africaine. Tiens, vous n'avez jamais entendu parler?
Mais dit, vous les noirs, faites trop de bruit. Les calmes, des gens, vous ne savez pas respecter. Je dis, c'est pas du bruit, c'est de l'animation. Et il ajoute, hein, vous les noirs, votre nourriture ne sent pas bon. J'ai dit, attendez monsieur, répétez-moi ce que vous venez de dire là. Notre nourriture ne sent pas bon et votre fromage de herbe là, il sent bon. Et les Européens, vous êtes des malins, vous. Hein? Quand c'est la nourriture des autres, ça sent mauvais. Mais quand c'est votre fromage qui sent mauvais, vous savez comment vous dites ici? Ah, il est fort, hein, ce fromage. Hein? Il est fort, il ne sent pas mauvais. Il est fort. Heureusement, parmi les Européens, il y en a qui sont gentils. Hein. Tous les Blancs ne sont pas de méchants. Un Européen gentil qui me voit tant souffrir pour trouver un logement, il me dit, Pi, si tu vois encore une maison, tu n'appelles pas, laisse-moi appeler à ta place. Et je lui donne un numéro, et c'est lui qui appelle. Allô, monsieur? Oui. Vous avez une maison à louer? Oui. Comme ça, il ne dira plus non après. Vous acceptez les étrangers? Ça dépend de quel pays. Et lui, il dit du Congo. Et on lui répond, surtout pas cela, surtout pas cela. Et lui, il dit, c'est pas un Congolais comme les autres. J'ai dit, je suis comme les autres. Non, pourquoi tu dis ça? Et il me dit, tais-toi. J'ai dit ça pour que tu obtiennes la maison. On va lui demander s'il me connaît. On va lui demander s'il veut bien se porter garant. Voilà à quel prix moi j'ai une maison dans un village perdu de Brabant-Wallon où il n'y avait pas un seul Africain. C'est moi qui arrive le premier. Oh, j'arrive dans ce village-là et je fais une expérience que je ne vous souhaite pas. L'expérience de la solitude. Seul quand on est seul, ça peut encore passer, mais là, seul dans la foule, c'est une expérience que je ne vous souhaite pas. Chez mon papa et ma maman, nous étions 11. Hein. Ma femme et moi, nous n'avons que 6 enfants. Ça fait de l'animation. Hein. Et là, on me dit, c'est là chez vous. J'entre chez moi et je suis tout seul. Et vous savez bien comment ça se passe chez vous. Hein. Chacun chez lui. Et j'entre là-dedans, je dis, moi, je vais déprimer tout seul ici. Ah non, ça ne va pas se passer comme ça. Dès le premier jour, je posais un geste fort dans le village. Vous savez ce que j'ai fait? J'ai dit, moi, je ne déprime pas là-dedans. J'ai pris ma chaise. Je suis allé dehors, en dessous d'un arbre dans le village, et je me suis installé. Et vous savez à quoi je m'attendais? À ce que les voisins qui m'auraient vu, qu'ils viennent aux nouvelles. Il y a un nouveau venu dans le village qui vient me dire bonjour, tiens. Et j'ai attendu. 5 minutes en dessous de l'arbre. 10 minutes en dessous de l'arbre. 15 minutes en dessous de l'arbre, personne n'est venu. Je me suis secoué, et puis t'es pas en Afrique. Hein. En Europe, c'est chacun chez lui. Hein, vous êtes terribles, hein, vous les Européens. Surtout si vous avez marqué propriété privée n'entrez pas. Il n'y a personne qui vient. Hein. Mais allez marquer comme ça en Afrique, propriété privée n'entrez pas. C'est comme si tu les invitais. Qu'est-ce qu'il les mijote? Qu'est-ce qu'il les mijote? Qu'est-ce qu'il fait de... Alors je me dis, je remets ma chaise, je vais alors me promener moi-même dans le village pour voir un peu où je suis tombé. Mais d'un bout à l'autre du village, hein, pas un seul bonjour. Pourtant, moi, je viens d'un pays où il y a plus de 5 formules pour vous dire bonjour dans la même journée par la même personne. Alors, j'ai dit, oh là là, ça va être difficile pour moi ici. Et même un jour, j'ai raté mon train. Ça peut arriver. J'habite un village où le train passe une fois par heure, le week-end, une fois par 2 heures. Alors, dès que je rate mon train, j'ai dit, qu'est-ce que je fais? J'ai dit, je vais faire comme eux, je vais respecter leurs coutumes. Faire comme les Blancs quand ils ont raté le train. Et je me suis mis le long de la route. Et je fais comme ça. Aucune voiture qui s'arrête. J'ai dit, on me voit ou on ne me voit pas? Je bombe le torse pour me faire remarquer. Aucune voiture qui s'arrête. Vous n'avez qu'à vous demander, vous qui êtes dans cette salle, comment avez-vous réagi lorsqu'au volant de votre voiture, vous avez vu quelqu'un comme moi le long de la route qui faisait comme ça? Comment avez-vous réagi? Là, je me suis senti alors comme quelqu'un qui a perdu son identité. Je n'existe plus. Il n'y a personne qui sait d'ailleurs comment je m'appelle. Qui a d'ailleurs besoin de savoir comment je m'appelle? Pour me désigner, on dirait désormais, t'as vu les Blacks qui passent dehors? Les étrangers, il y en a de plus en plus. Hein. Mais ces réfugiés, qu'est-ce qu'ils viennent faire chez nous? Pourtant, moi, j'ai un nom. Hein. Je m'appelle Pichibanda. Là, je me suis senti mal. Alors, pour me remonter le moral, je dis, je vais téléphoner à ma femme au Congo. J'ai téléphoné à ma femme. Et là, je tombe sur mon fils de 14 ans, Yannick. Oh, mon fils va me poser une question qui va bouleverser ma vie. Mon fils qui me dit au téléphone, papa, content de t'entendre, hein? J'avais peur que tu ne sois déjà mort. Ici, maman pleure tous les jours. Et nous avons demandé à notre maman, pourquoi tu pleures? Elle nous a dit, je pleure parce que je pense à votre papa qui est tout seul en Belgique. Et mon fils qui me pose la question, mais papa, comment peux-tu dire que tu es tout seul? N'y a-t-il pas des gens dans le village où tu habites? Bonne question. Celle-là, elle est à vous. Si vous étiez là, j'allais vous donner le téléphone. Et mon fils allait vous demander, mon papa, il dit qu'il est tout seul. Et vous, vous êtes où? Qu'est-ce que vous auriez répondu? Il est tout seul parce qu'il est noir. Nous, on est de notre côté parce qu'on est des blancs.
Je n'aurais pas voulu être à votre place et avoir une question comme ça. Et la question de mon fils m'a rappelé un proverbe d'Afrique. Et que dit le proverbe? Le proverbe dit, c'est celui qui a froid qui va vers le feu pour se réchauffer. Ça, vous comprenez difficilement ici. On vous a tellement inventé des trucs, quel que soit l'endroit où vous êtes dans la piste, la chaleur vient vous trouver où vous êtes. Mais ceux qui n'ont pas ça, ils mettent un feu au milieu. Tu as froid, quitte ton coin, viens te réchauffer. Tu restes dans ton coin, c'est toi qui vas avoir froid. Hein? Et moi, je me dis, qui a froid en ce moment? C'est moi. Qui a le feu? Vous, les Européens. Ils ne sont pas venus vers moi. Moi, je vais alors aller vers eux. Et j'ai fait une deuxième expérience dans le village qui a confirmé ma folie. Vous savez ce que j'ai fait? J'ai choisi une rue au hasard dans mon village. Et je suis allé. Je me suis présenté devant la première maison de la rue. J'ai sonné. Un homme a ouvert. Il m'a regardé, je l'ai regardé aussi. J'ai fait comme on fait dans mon pays. Bonjour, monsieur. Et lui, il a fait comme vous faites ici. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur? Qu'est-ce que vous voulez? Et moi, je lui ai dit, moi, c'est Pichi Banda. Je viens du Congo. J'habite votre village. Je viens vous le dire comme ça. Vous le savez. Il me dit, pardon? Je lui dis, Pichi Banda du Congo, nouvel habitant du village. Il me dit, vous avez quelque chose à vendre, monsieur? Je dis non. Il me dit, vous voulez quelque chose? Je dis non. Mais quoi? Eh bien, vous dire que je suis là. J'habite le village. Désormais, dans ce village, vous allez devoir compter avec moi. Oh, je vois encore son visage, hein? Comme quelqu'un qui s'est dit, ce sont des fous, j'en avais déjà entendu parler. Là, j'en ai un maintenant devant moi. Et pendant qu'il s'étonne, je lui dis, au revoir, monsieur. Je suis parti. Le pauvre, il est resté là, planté, hein, regardant dans ma direction comme quelqu'un qui s'est dit, quand je vais raconter ça, on va me prendre pour un fou, alors que le fou est là qui s'en va. Heureusement pour lui, je ne suis pas allé loin. Je suis allé chez son voisin d'en face. Et quand il m'a vu chez son voisin, j'ai vu que ça les rassurait. Parce qu'il pouvait dire à son voisin, tu l'as vu aussi, n'est-ce pas? Comme ça, à deux, ils seront crédibles quand ils vont raconter. Mais voilà que son voisin m'écoute attentivement. Et quand j'ai fini de me présenter chez son voisin, et son voisin me regarde dans les yeux, il me dit, monsieur, vous voulez entrer chez moi? Je dis, non, monsieur, peut-être un autre jour. Et lui, il me répond, quand vous voudrez, monsieur. Eh oui, ça existe aussi, hein, les Européens gentils. Eh bien, je ne sais pas si c'était un ancien d'Afrique, hein. En tout cas, il m'a dit, quand vous voudrez. Et j'ai continué. Et la troisième personne sur qui je tombe, c'est le curé du village. Lui, il m'invite chez lui, il m'offre un café. Je discute un peu avec lui et je lui demande, monsieur le curé, dimanche, vous faites la messe à quelle heure? Il me dit 10h45. Je dis, très bien. Je viendrai dimanche à la messe, s'il vous plaît. Vous faites votre messe comme vous avez toujours fait. Mais quand vous avez fini, avant de bénir les gens pour qu'ils partent, hein, vous m'invitez là devant, vous me donnez un peu la parole pendant 2 minutes. Comme ça, je me présente devant tout le monde. J'aurai fini en une séance. Ça va m'épargner de faire des portes en porte. Et le curé me dit, mais ça, on ne fait pas ici, monsieur. Et moi, je dis, mais justement, puisque je n'étais pas encore là. Mais qu'est-ce que vous allez dire, monsieur, aux gens? Je dis, mais vous allez entendre ça. Il me dit, mais être bref, hein. Je dis, d'accord. Dimanche, j'arrive à la messe. Je vois les Européens qui viennent, l'air sérieux. Et là, je commence un peu à me dire, puis tu en fais trop. Mais pendant que je suis en train de me poser la question, comment je vais agencer mes phrases dans pour dire l'essentiel dans quelques minutes, ne pas ennuyer les gens. Voilà que les Européens vont me faciliter la tâche sans le savoir. Ils entonnent une chanson. Et désormais, je dis aux Européens, faites attention à ce que vous chantez. Hein. Et qu'est-ce qu'ils ont chanté ces jours-là? Une chanson dans laquelle on dit, laisserons-nous à notre table un peu de place à l'étranger? Trouvera-t-il quand il viendra un peu d'espace et d'amitié? Et tout le monde qui reprend le refrain, ne laissons pas mourir la terre. J'entends ça, je dis, ouais, c'est bien. C'est pas tombé dans les oreilles d'un sourd, hein? Et au moment où ils me donnent la parole, hein, je leur dis, excusez-moi de vous déranger. J'ai hésité avant de vous parler, mais c'est vous qui m'avez encouragé. L'étranger dont il a été question dans votre champ n'était pas loin. Mais voici, je suis là. Y a-t-il un peu de place à votre table pour moi? Trouverai-je à votre table un peu d'espace et d'amitié? Ou bien est-ce que vous allez laisser mourir la terre? Ouais, ils avaient déjà chanté, hein? J'ai fini de me présenter. Qu'est-ce que j'entends? Des applaudissements. Eh oui, ils m'ont applaudi. Et après la messe, ils sont tous venus autour de moi. Monsieur, votre femme, vos enfants, pourquoi sont-ils restés? Qu'est-ce qu'on peut faire pour eux? J'ai dit, je rêve. Comme si les Belges avaient autour de lui un morceau de glace, hein, qu'il faut d'abord briser. Et une fois qu'on a brisé, alors il ouvre son cœur. Mais pendant que je parle avec tout le monde, je vois un couple à l'écart. Et je me dis, démocratie européenne, ces deux-là ne sont pas d'accord avec moi. Je me trompais. Ils attendaient que je termine avec tout le monde. Et quand j'ai fini, ils sont venus vers moi. Et ce qu'ils m'ont dit, je ne l'oublierai jamais. C'est l'homme qui prend la parole et qui me dit, monsieur, je m'appelle Dominique. Je vous présente ma femme Myriam.
Vous savez ce que nous vous demandons, nous deux? Non. Vous venez avec nous, chez nous à la maison, maintenant, tout de suite. J'ai dit, ouais, ça commence bien. Eh bien, je suis allé avec ces deux-là. Et j'arrive chez eux, je vois que je ne suis pas le seul. Ils ont appelé aussi d'autres personnes. Et ils ont donné un apéro à mon honneur. Ces jours-là, je puis moi aussi mettre des noms sur des visages. Ces jours-là, je puis répondre à des questions plus précises. Ces jours-là, je me suis senti accueilli en Belgique. Et lorsque nous avons fini de prendre l'apéro, Dominique est venu vers moi. Il m'a tendu sa carte de visite et m'a dit, monsieur, voici notre carte de visite. Si ma femme et moi avons tenu à ce que vous veniez chez nous tout de suite, c'est pour vous dire une chose. À partir d'aujourd'hui, vous n'êtes plus seul dans notre village. Vous vous ennuyez, téléphonez, nous venons vous chercher. Vous avez un vélo? Alors montez de vous-même jusque chez nous, hein. Même sans avoir prévenu, il ajoute. J'ai dit, voilà quelqu'un qui connaît les Africains. En effet, nous, dans nos pays, hein, où on se rend visite les uns les autres sans avoir prévenu. Et quand on arrive à l'improviste, on vous dit, je voulais vous faire une surprise agréable. Donc vous êtes prévenus. Hein. Un Africain qui débarque chez vous à 22h30 sans vous avoir sonné au préalable, dans sa tête, il vous fait une surprise agréable. La surprise est d'autant plus agréable qu'il arrive au moment où vous l'attendez le moins. Et j'ai pris congé, je suis parti. Et la nouvelle s'est répandue dans les villages. Mais tout de suite, les gens ont discuté. Mais est-ce qu'il est normal, ce monsieur-là? Est-ce que ce n'est pas un malade mental? Et les autres, pourquoi le prendre pour un malade mental? Quelqu'un qui vient chez nous, on n'est pas allé vers lui, lui a pris l'initiative de venir vers nous. Pourquoi pas? Ne l'oubliez pas, en Belgique, en France, dans les villages, demandez à votre papi, à votre mamie, dans le temps, il y avait un banc devant la maison de votre papi et de votre mamie. Hein. L'étranger pouvait s'asseoir aussi. On pouvait lui donner un verre d'eau. Hein. Et il n'y a pas si longtemps que ça, vous savez. Et puis alors, vous avez tracé les autoroutes pour aller très vite. Vous avez ajouté des vitesses à la voiture pour rouler de plus en plus vite. Vous avez mis de la couleur dans la télévision pour vous replier sur vous-même. Et vous avez enlevé les bancs qui étaient là, devant la maison. Et vous l'avez remplacé par le parlophone. Comme ça, le type qui arrive, il est encore à 40 mètres. Oui, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Mais restez à 40 mètres. Et voilà Pichimanda qui vient d'Afrique, qui ne vous demande rien, qui s'annonce tout simplement. Dans ma culture, celui qui a de bonnes intentions, il s'annonce. Il n'y a que le malfaiteur qui vient à pas feutrer parce qu'il veut faire du mal. Alors pourquoi me prendre pour un fou? Eh bien, petit à petit, hein, les gens commencent à changer d'attitude à mon endroit. Et moi, je ne savais pas que j'étais en train de provoquer des changements dans le village. Et vous savez à quoi je l'ai vu? Eh bien, un jour, je suis le long de la route. J'ai fait l'autostop sans conviction. Oh, j'avais oublié que je m'étais déjà présenté. Et j'ai fait ça. Qu'est-ce que je vois? 3 voitures qui s'arrêtent et je pouvais choisir celle dans laquelle je voulais monter. Un autre jour, j'avais travaillé à Liège et je reviens la nuit vers 23h, pendant l'hiver, hein, et je suis dans le train. Et voilà le contrôleur qui vient vers moi. Monsieur, votre billet de train. Je lui montre mon billet quand on arrive tout près de Otigny. Il regarde, monsieur, vous êtes en retard. À Otigny, vous n'avez plus de correspondance. Vous auriez dû partir plus tôt. Le train vient de partir. Qu'est-ce que vous allez faire? C'était le dernier, il est 23h. Oh là là, j'étais embêté. Je dis, mais il était gentil. Hein. Il me dit, qu'est-ce que vous allez faire? Et là, j'ai réagi en africain. Je lui dis une chose à la fois. D'abord arriver à Otigny et me poser la question là-bas. Pas faire comme les Blancs qui se posent tellement de questions avant qu'ils ne savent plus jouir du moment présent. De toutes les façons, le train ne fera pas marche arrière. Arrivons à Otigny, c'est là que je me poserai la question. Et je me calme jusqu'à Otigny. Mais une fois à Otigny, qu'est-ce que je vais faire? Et pendant que je me pose la question, je regarde à 3 mètres de moi, je vois un ami à moi qui va dans la même direction que moi. Je dis, ouais, chouette, comme ça je ne suis pas seul. À 2, on va trouver la solution. Mais mon ami, il venait compliquer aussi la situation. Hein? Parce que mon ami s'appelle Rachid, d'origine marocaine. Donc le problème se complique. Ce n'est plus maintenant, un noir arrive dans une gare à 23h, il n'a pas de correspondance. Que fait-il maintenant? C'est un noir et un arabe dans une gare à 23h. Ils n'ont pas de correspondance. Qu'est-ce qu'ils font tous les deux? Et moi, je me tourne vers mon ami Rachid, nous n'avons pas de train. Rachid me dit, je sais. Je dis, qu'est-ce que nous faisons? Il me dit, nous marchons à pied jusque chez nous. Je dis, mais non, hein. T'as vu l'heure qu'il fait et le temps qu'il fait dehors? Et Rachid me regarde dans les yeux, tu as une proposition? Je dis, oui, quoi? Je dis, on fait l'autostop, tiens. Il dit, quoi? Et il me dit, ça fait combien d'années que tu es en Belgique, monsieur? Je dis, je ne vois pas de rapport. Mais dis-moi combien de temps tu es là? Je dis, je ne vois pas de rapport. Et Rachid me dit, donc toi, tu vois la nuit, le long de la route,
un noir et un arabe, les deux qui font l'autostop. Et tu vois un Belge qui s'arrête pour les prendre, ça va pas la tête, monsieur. Et moi, je lui dis, mais écoute, Rachid, je n'aime pas qu'on te colle une étiquette arabe. Tu n'aimes pas qu'on me colle une étiquette noire. Alors, n'en collons pas aux Belges non plus. Hein. Là, tu les condamnes d'avance. Donnons-leur la chance de voir s'ils vont nous prendre. Je dis, ouais, tu philosophes, là. Et on se met le long de la route. Et mon ami me prévient, hein, si dans un quart d'heure, on ne nous a pas pris, hein, je vais à pied, je sais que tu me suivras. Je dis, d'accord. Et on se met le long de la route. Je vois une première voiture qui vient. Je lui ai dit quelque chose, ne les prenez pas mal. Hein. Ce n'était pas méchant, c'était tactique. J'ai dit, Rachid, regarde une voiture qui vient. Qu'est-ce qu'on fait? On cumule les deux malheurs ou bien quelqu'un parmi nous deux va dans l'ombre? Et Rachid comprenait vite, il est allé dans l'ombre. Et j'ai fait comme ça. Et voilà la voiture qui s'arrête. Un jeune Belge autour de 22-23. Monsieur, s'il vous plaît, nous allons à Tangissar. Est-ce que vous pouvez nous déposer? Non, non, monsieur, je ne vais pas à Tangissar. Il dit, d'accord. Et puis j'étais triste. Et puis il se ravise, les jeunes hommes. Monsieur, Tangissar n'est pas loin. Hein. Je vous dépose et je reprends la route. L'heure qu'il fait, si je vous laisse là, vous allez rester longtemps. Je dis, un ami peut venir. Oui, oui, Rachid vient. Et le jeune Belge nous a déposés chez nous à la maison. Hein, pour vous dire que les Belges gentils, ça existe aussi. Hein. Ils font peut-être moins de bruit que les autres, mais ils existent et c'est grâce à eux que nous, on peut marcher tête haute dans votre pays. Je suis resté dans ce village-là pendant 3 ans, en train de faire d'autres démarches qu'on appelle regroupement familial. Oh là là, je vous assure, c'était notre chemin de croix. Regroupement familial. Vous savez ce que ça signifie? Eh bien, moi je dis à la Belgique, Belgique, merci de m'avoir accueilli. Mais maintenant, est-ce que ma femme et mes enfants peuvent venir? La Belgique me dit, prouve-moi que c'est ta femme. Et mes enfants, la Belgique me dit, prouve-moi que c'est tes enfants. Et l'épreuve, c'est quoi? L'acte de mariage, les certificats de naissance pour les enfants. Mais qui vous a dit que ces documents-là sont universels? Dans mon pays, je veux me marier. Mon papa, il prend des chèvres et des poules. Et il va voir le papa de la fille. Tu es au courant? Les enfants s'aiment. Allez, prends les chèvres et les poules. Tiens, donne-nous la fille. Et on prépare les chèvres et les poules. Et les vieux viennent, ils nous bénissent. On appelle ça mariage coutumier. À l'époque coloniale, les Belges reconnaissaient ces mariages-là. Mais aujourd'hui, on me dira, non, 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 non. Si tu n'as pas été à la commune, devant un officier de l'état civil, ce mariage-là n'est pas valable. Cette femme qui est chez toi depuis 20 ans, la mère de tes 6 enfants-là, si tu n'as que ça comme mariage, c'est une copine à toi, elle n'a plus le droit de te rejoindre. Je dis, attendez, j'ai une autre preuve. Et je sors la photo du mariage, moi et ma femme, bénis par un prêtre belge. Hein. Et la Belgique me dit, séparation église-État, monsieur. Ce document-là n'est pas valide pour attester des mariages. Je dis d'accord. Et l'attestation de naissance pour les enfants, j'ai dit, mais monsieur le Belge, quand est-ce que vous allez comprendre que les choses peuvent se passer autrement ailleurs? J'ai déjà vu, moi, des coins du Congo où on met au monde un enfant. C'est tellement loin la commune. On n'a pas le temps d'y aller. Et quand on y va, c'est pour faire quoi? Se faire rançonner encore par un pouvoir corrompu? On n'y va pas. D'ailleurs, vous arrivez dans cette famille-là. C'est votre enfant? Oui, oui. Donnez-moi la preuve. Il vous dit, regardez son visage, regardez les miens. Demandez à un tel, ils étaient là quand il est né. Et tout le monde dit, oui, c'est son enfant, nous étions là quand il est né. Mais moi, je viens quand même de la ville. Hein. J'avais quelques attestations. Et je montre l'attestation. Et la Belgique qui regarde. Attention, monsieur. L'enfant est né le 1er? Oui. L'attestation signée le 30? Oui. Ah, c'est pas valable. La loi belge dit, l'enfant doit être déclaré dans les 15 jours de sa naissance. Ici, tu es hors délai. Mais quand est-ce que vous allez comprendre ici que 15 jours en Belgique et 15 jours là-bas, c'est pas la même chose? 1000 km ici et 1000 km là-bas, c'est pas la même chose. 1000 km ici, 3 heures de TGV, vous y êtes. Hein? 1000 km là-bas, 1 mois de voyage et on arrive hors délai. On arrive hors délai. 1 mois de voyage, on arrive hors délai. Ah, la Belgique a une solution. Si les documents sont signés hors délai, pour les rendre valides, ils doivent être précédés par un jugement supplétif du tribunal. Ce qui suppose que ma femme aille voir les mêmes que moi j'ai fui, les autorités que j'ai fui, qu'elle se présente à elle et arrêtez momentanément votre guerre. Vous vous rappelez un tel que vous avez voulu arrêter en telle année? C'était mon mari, il est en sécurité en Belgique. Arrêtez maintenant votre guerre et tous les problèmes que vous avez. Faites-moi d'abord un jugement supplétif du tribunal. Comme ça, moi, je vais aller les rejoindre et vous allez continuer vos guerres après. C'est ça qu'on nous demande. C'est ça qu'on nous demande pour vous dire, hein, papier impossible à obtenir. Je ne les ai pas obtenus. Hein. J'avais beau venir de Lubumbashi, la 2e ville du Congo.
J'avais beau avoir travaillé à la Gécamine, où on pouvait demander, les enfants sonnaient dans les cliniques Gécamine. Je n'ai pas obtenu tous ces papiers-là. Je me suis battu d'ici, 3 ans plus tard, avec l'aide de la Ligue des droits de l'homme, avec l'aide de la Croix-Rouge, de l'OIM, aide aux personnes déplacées. Ces gens-là m'ont donné un coup de main. Et je ne vous dis pas les jours où un matin, j'ai reçu une lettre du facteur. Et dans la lettre, on me dit, monsieur, dans 2 semaines, votre femme et vos enfants arrivent ici. Oh, j'ai annoncé la nouvelle dans le village où j'habite et c'était la panique dans le village. Parce que ici, 3 enfants, vous appelez famille nombreuse, n'est-ce pas? Là, il y en a 6 qui viennent. Et je vois les femmes belges qui étaient déjà devenues mes amis, qui paniquent à ma place. Puis, tu as des matelas pour tout le monde. J'ai dit, calmez-vous, j'ai des matelas pour tout le monde. Vous savez qu'en Afrique, on peut me les mettre en largeur sur le même lit, non? Et quand je dis ça, j'entends une femme qui dit à son mari, il est fier, hein, il ne veut pas qu'on l'aide. Et la femme belge qui s'approche, puis, est-ce que tu as un fer à repasser? Je dis, oui, j'ai un fer à repasser. Est-ce que je peux voir ton fer à repasser? Il fallait qu'on voie mon verre pour accepter que j'en avais un. Et ils voulaient tous m'accompagner à Zaventem. Hein. J'ai dû insister pour les calmer. Et les Européens, souvent, vous êtes réservés. Mais quand vous avez décidé d'insister, vous savez insister aussi. Et vous savez comment vous parlez ici quand vous voulez insister? Vous dites, vous êtes sûr que vous n'avez pas besoin de nous à l'aéroport? Je dirais, sûr, 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 sûr. C'est comme ça que vous parlez. Finalement, pour les convaincre, je leur ai dit, mais si je vous laisse tous venir, ça va faire 40 voitures de cortège. Hein? Mes enfants auront peur. Ils vont me dire, papa, tu es devenu Mobutu en Belgique ou quoi? Mais pendant que tout le monde me propose des choses utiles, un tabouret, une chaise, une assiette, voilà une dame qui vient. Puis, je t'apporterai volontiers un paquet d'aspirine. Je dis, un paquet d'aspirine? Pourquoi? Elle me dit, j'ai 4 enfants, puis ça fait mal à la tête. Hein. Toi et tes 6, tu en auras besoin. Et moi, je lui dis, madame, ne t'en fais pas, les enfants d'Afrique ne sont pas comme les vôtres. Elle me dit, mais attends qu'ils côtoient les nôtres, tu vas voir ce qu'ils vont devenir. Et je n'ai pas attendu longtemps, vous savez. Les premiers jours, quand mes enfants sont venus, je suis allé à la cuisine, moi. J'ai préparé, j'ai servi, j'ai débarrassé. Et pendant que je fais la vaisselle, ma fille de 12 ans me voit faire la vaisselle. Elle est venue en courant. Mais papa, qu'est-ce que tu fais? Arrête, papa. Et si quelqu'un entrait et te voyait faire la vaisselle? En Afrique, les mecs ne font pas la vaisselle. Hein. C'est maman et les filles. Hein. Papa et les garçons, ils font les jardins. Division du travail. Et ma fille me dit, papa, arrête. Je dis, hé, Christelle, j'ai toujours fait la vaisselle, moi. T'as oublié, hein, tu étais petite. Et ma fille d'autorité qui me dit, papa, t'as fait la vaisselle quand je n'étais pas là. Allez, va au salon, il y a un bon film. Maintenant, c'est moi qui fais la vaisselle. Elle m'a chassé de la cuisine. Je suis allé au salon. Et ma fille a fait la vaisselle à ma place. J'étais content. Je me suis dit, ma fille est là, maintenant, c'est elle qui fera la vaisselle. Mais après l'avoir inscrite dans les mêmes écoles que vos enfants... 3 semaines seulement après, j'appelle Christelle. C'est quoi, papa? Tu m'apportes un verre d'eau. Elle vient sans verre d'eau. Papa, tu ne peux pas te bouger toi-même, non? Je ne suis pas ta boniche, moi, hein? J'ai dit, Christelle, c'est comme ça que tu me parles maintenant? Ah oui, hein, tu exagères. Tout le temps, tu m'envoies. Je vais te lire une feuille qu'on nous a donnée à l'école. Elle prend sa mallette, elle me sort une feuille. Tu m'écoutes, hein, papa? Elle lit la feuille. Les droits de l'enfant. Elle me lit les droits de l'enfant. Les jours suivants, moi, je suis allé à l'école, hein. Madame la directrice, s'il vous plaît, est-ce que je peux avoir un exemplaire des droits de l'enfant? Oui, monsieur, je veux faire une photocopie. Elle me donne une photocopie. Et puis je lui dis, madame, est-ce que je peux avoir aussi un exemplaire des devoirs de l'enfant? Ah, ça, on n'a pas ici, monsieur, ça, on n'a pas. J'ai dit, madame, vous avez tort. Les enfants n'ont pas que des droits. Les enfants ont aussi des devoirs. Et ça, en Belgique, vous avez oublié, au point de faire de vos enfants des enfants rois, qui en font voir de toutes les couleurs aux profs à l'école, au point que le métier de prof est devenu l'un des métiers dans lesquels on déprime le plus. Les enfants n'ont pas que des droits, hein. Ils ont des devoirs. Et au mieux, non seulement on donne les droits de l'enfant, on leur donne même une adresse, un numéro de téléphone à appeler au cas où ils estiment que leurs droits ne sont pas respectés à la maison. Eh oui, terrible. D'ailleurs, ça ne vous frappe plus, vous, hein. Vous êtes nés là-dedans. Mais nous qui venons de l'extérieur, ça nous frappe quand on voit une conversation entre une mère et son enfant en Belgique. C'est la mère qui parle, qui appelle son enfant avec tout l'amour maternel. Eric! Eric regarde sa mère. C'est quoi? Et la maman qui dit, et si on faisait ton devoir maintenant? Non. Mais pourquoi non? J'ai pas envie. Et la maman qui complète, c'est comme tu veux. Terrible. C'est comme tu veux.
Mes enfants arrivent et ils passent la première nuit. Le lendemain matin, ils me posent la dernière question. Papa, où sont les gens? Je dis, les gens, ils sont chez eux. Mais on ne les voit même pas passer, papa. J'ai dit, ils passent, mais en voiture à 120 km à l'heure. Et comme vous passez à 120 km à l'heure, vous êtes concentré sur la voiture. Vous ne vous parlez plus. Parfois, c'est même monsieur et madame à deux, hein, ils partent. Et au moment, madame veut rompre le silence. Chérie, tais-toi, tu me déconcentres. Et on y va. Je prends mes enfants, je les mets à l'école du village. Ils ont été bien accueillis, hein, pas de problème majeur. Le seul jour où ma fille est venue en pleurant, papa, on m'a traité de noir à l'école. J'ai dit, mais c'est vrai, Christelle, tu es noire. Et tu es belle, ma fille. Tu sais, quand le soleil va venir, tous les blancs, ils vont aller à la mer au soleil pour devenir noirs comme toi. T'as pas besoin de bronzer, toi, hein. Tu es déjà foncé avant. Et là, il les prend bien. Maintenant, venez voir un peu dans le village où j'habite pendant l'été. C'est plein d'enfants européens qui viennent jouer chez moi. Normal, hein? Surtout quand mes enfants sont arrivés. Tu en as chez toi un qui a 7 ans qui s'ennuie, il vient chez moi, il y a quelqu'un de 7 ans. Tu as un de 12 ans qui s'ennuie, il vient chez moi, il y a quelqu'un de 12 ans. Un de 16 ans, tous les âges sont représentés chez moi. Il y en a un qui est tellement, il était tellement chez nous, maintenant il a diminué, mais au début il était tout le temps avec nous. Hein. Il était tellement avec nous qu'il avait déjà des notions de Swahili. Hein. Sa maman vient les chercher à Pana, Toka, Wende, Mitakufata. Alors qu'il n'avait jamais été en Afrique. Hein. J'ai été étonné aussi un jour, une dame qui vient. Elle vient voir son enfant, elle trouve l'enfant à table en train de manger avec nous. Et je vois la mère européenne qui regarde avec admiration et dit, c'est pas vrai. Ça c'est mon fils qui mange comme ça. Une nourriture d'ailleurs africaine. Mais à la maison, dès que je lui mange, ouais, c'est dégueu, ouais, c'est dégueu. Et là, il mange comme ça. Je dis, madame, c'est normal. 6 enfants plus 2 parents plus ton fils, ça fait 9. Le repas prend la lutte d'une compétition sportive, tiens. Il y a de l'émulation là-dedans. Et l'enfant qui mange bien, hein? Alors, cet enfant, il est tellement chez nous aussi que la dernière fois que nous sommes allés au salon de l'auto pour acheter une voiture, hein, et ma fille qui voit une voiture à 8 places. Papa, regarde, 8 places, c'est ça qu'il nous faut. Et le vendeur qui s'approche. Monsieur, ici on peut ajouter une banquette et faire 9 places. Et ma fille qui s'exclame. Ah oui, la 9e place, ça sera la place de notre ami le Belge. Et avec ça, vous nous appelez la misère du monde. Nous ne sommes pas la misère du monde. Moi, j'ai vu la misère du monde dans certains villages belges, dans certains villages français. J'arrive, hein, je trouve les gens tristes dans le village. Et je leur pose la question. Pourquoi vous êtes si tristes? Monsieur, il n'y a plus rien qui bouge dans ces villages. Nous n'avions que l'école qui mettait un peu de la vie, mais même l'école va être fermée, monsieur. Les enseignants vont aller au chômage, le directeur va aller au chômage, et nous, on n'a plus d'enfants, il n'y a pas d'école, il n'y a pas de vie. J'ai dit, pourquoi on va fermer votre école? Ils me disent, il n'y a plus suffisamment d'enfants dans le village. Et moi, je leur dis, vous n'avez pas de l'imagination, vous? Il vous suffirait d'accueillir ici 6 familles africaines. Ça vous fera 6 fois 6 enfants, 36 élèves en un jour, et votre école est sauvée. Vous ne pouvez pas y penser? Oui. Pourquoi vous avez choisi ce spectacle? Ah, pourquoi j'ai choisi ce spectacle? Mais j'ai choisi ce spectacle parce que quand les Européens nous voient passer dans la rue, hein, ils ne savent pas ce que nous vivons. Alors j'ai dit que je leur raconte un peu ce que nous vivons. Comme ça, si tu as entendu tout ce que j'ai dit là, imagine que ton papa a une maison à louer. Et moi, je viens pour louer la maison. Et moi, je viens pour louer la maison. Et ton papa, il dit, non, je ne veux pas d'Africain. Qu'est-ce que toi, tu vas dire à ton papa? Il doit accepter. Ah, voilà. 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 Alors, je vais maintenant, l'histoire que je vais raconter maintenant, je te dédie cette histoire. C'est pour toi que je raconte. Parce que tu as pris de bonnes résolutions. Tu veux dire à ton papa, il faut l'accepter. Maintenant, je vais te raconter une histoire. Tout le monde va entendre, mais c'est pour toi que je raconte cette histoire. Eh bien, il était une fois dans un village, une dame qui attendait un enfant. Un jour, elle met au monde, elle prend son congé de maternité. 1 semaine, 2 semaines. La 3e semaine, elle s'est dit, je dois aller travailler dans mon champ. Il n'y a personne d'autre qui le fera à ma place. Et comme il n'y avait pas de crèche dans le village, elle a pris son enfant et l'a mis au dos. Elle est allée au champ. Et quand elle est arrivée, elle a coupé de l'herbe qu'elle a entassée en dessous d'un grand arbre. Elle a pris un tissu, elle l'a mis sur l'herbe. Elle a posé son enfant. Elle a pris un autre tissu, elle l'a couvert pour le protéger du soleil. Elle a pris sa houe, elle s'est mise à travailler. Au fur et à mesure qu'elle travaille, elle avance. Au fur et à mesure qu'elle avance, elle s'éloigne de l'enfant. Vers 11 heures, maman est déjà loin, à l'autre bout du champ. Et l'enfant est resté tout seul. Et l'enfant se réveille, il se met à pleurer parce qu'il ne voit pas sa maman.
Il pleure, le pauvre, il pleure. Il a tellement pleuré, cet enfant. Mais maman est loin, elle n'a pas entendu. Et l'enfant a pleuré. Alors là-haut, dans l'arbre, il y a un oiseau qui entend l'enfant qui pleure. Et voilà l'oiseau qui descend. Il descend, il regarde. Oh, il est mignon, cet enfant. Alors qu'est-ce qu'il fait, l'oiseau? Il prend l'enfant. Et il remonte avec lui. Tout doucement, tout doucement, tout doucement. Jusque là-haut dans l'arbre. Et là, il avait un grand nid. Il prend l'enfant, il le met dans son nid. Il le berce un peu et l'enfant s'endort. Pendant ce temps, maman travaille. À midi, la dame s'est dit, il est temps de rentrer à la maison. Et voilà la dame qui revient sur ses pas. Elle regarde où elle avait posé l'enfant. L'enfant n'est plus là. Elle se met à pleurer. Qui a pris mon enfant, s'il vous plaît? Qui a pris mon enfant? Il n'y a personne qui lui répond. Alors la maman a peur. Elle se dit, peut-être qu'un lion est passé par ici. Le lion a mangé mon enfant pendant que j'ai travaillé. Alors elle se met à pleurer de plus belle. Elle a tellement pleuré, cette pauvre dame, que l'enfant qui dormait là-haut se réveille parce qu'il entend maman qui pleure. Et l'enfant commence à pleurer à son tour. Et la dame qui entend la voix de l'enfant, mais où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Elle lève les yeux et le voit dans l'arbre. Mais comment tu as fait pour arriver là? Comment tu as fait? Et elle voit cet oiseau qui tourne autour de l'enfant. Elle comprend que c'est l'oiseau qui a volé son enfant. Alors elle s'adresse à l'oiseau. Bel oiseau, tu as bien fait de les garder, d'accord. Mais maintenant qu'il faut que je rentre à la maison, s'il te plaît, bel oiseau, ramène-moi mon enfant. Et l'oiseau refuse de lui ramener l'enfant. Et l'arbre était haut. Et la dame ne pouvait pas monter dans l'arbre. Alors elle se met à pleurer, la pauvre. Elle a tellement pleuré qu'il y a un vieux qui passait par là et qui entend pleurer. Et le vieux qui s'approche tout doucement, et qui lui demande, Madame, pourquoi tu pleures? Mais mon enfant. Quoi ton enfant? Regarde là dans l'arbre. Et le vieux qui regarde, mais comment il a fait pour arriver là? Oui, mais c'est l'oiseau qui l'a amené. Alors le vieux lui dit, mais arrête de pleurer, madame. Tu demandes à l'oiseau, il va te ramener l'enfant. Mais je lui ai demandé, il ne veut pas me les ramener. Mais ça dépend comment tu lui as demandé, madame. Mais je lui ai dit, tu as bien fait de les garder, maintenant tu me les ramènes. Ah non, madame, c'est pas comme ça que tu aurais dû lui dire. Hein. Mais qu'est-ce que j'aurais dû faire? Eh bien, tu lui dis exactement la même chose, mais en chantant. Les oiseaux chantent. Ils ne comprennent que quand on leur chante aussi. Donc tu lui dis, ramène-moi mon enfant, mais en chantant. Mais le vieux ajoute, madame, je te préviens. S'il y a une seule fausse note dans ta chanson, tu ne vas pas ramener l'enfant. Pour qu'il ramène l'enfant, tu chantes juste hein, et tu respectes le rythme. Or, la dame avait déjà beaucoup pleuré. Elle était sous le coup de l'émotion. Il y avait donc beaucoup de chances qu'elle chante mal. C'est pour ça que je vais vous inviter maintenant, s'il vous plaît. Nous allons chanter avec la maman. Si nous chantons bien, peut-être que l'oiseau va nous ramener l'enfant. Si nous ne chantons pas bien, il ne va pas nous ramener l'enfant et ça sera de votre faute. Hein? Moi, je veux faire de mon mieux. C'est moi qui chante les paroles de la dame. Bel oiseau, ramène-moi mon enfant. Je chanterai aussi les paroles de l'oiseau. Madame, je m'aime mes filles. Quand je viendrai avec l'enfant, tu vas tirer sur moi. Et la dame qui dira, mais non, je ne veux pas tirer sur toi, s'il te plaît, bel oiseau, ramène-moi mon enfant. Et dans tout ça, vous n'avez que le refrain, le nom de l'enfant, que vous reprenez en cœur à chaque fois que j'entonne. Vous avez compris les enjeux, n'est-ce pas? On va essayer. Je vais vous apprendre le refrain, il n'est pas difficile. Vous répétez après moi. Changa. Changa. Changalala. Changalala. Changa. C'est bien, vous avez la mélodie, maintenant j'ajoute les rythmes, écoutez ce que ça donne. Changa, changalala, changa. Allons-y. Changa, changalala, changa. Très bien, mais mettez de la conviction dans ce que vous chantez. Changa, changalala, changa. 1, 2. Changa, changalala, changa. Vous avez deux vitesses différentes. Hein? Attention, là et là, attention, attention. Changa, changalala, changa. Changa, changalala, changa. Nyonyo wetu waluka no munshingwe. Changa, changalala, changa. On reprend, il y en a qui sont, hein, qui étaient distraits, on recommence. Nyonyo wetu waluka no munshingwe. Changa, changalala, changa. Nyonyo wetu kumpanyi mwana nyawe. Changa, changalala, changa. Nyonyo wetu kikabanga kimbu yawe. Changa, changalala, changa. Nyonyo wetu misasa yibabandi. Changa, changalala, changa. Nyonyo wetu mabela sansakani. Changa, changalala, changa. Mwambombo kuikadini twanda. Changa, changalala, changa. Kuikadi wakambila bayeba. Changa, changalala, changa. Ni nyunyi kindeji wa mwana. Changa, changalala, changa. Tusonga ntefu tumwasa. Changa, changalala, changa. Kambila wachinyi mwanetwe. Changa, changalala, changa. Nyonyi wetu kumpanyi mwana nyawe. Changa, changalala, changa. Nyonyi wetu kikabanga kimbu yawe. Changa, changalala, changa. Nyonyi wetu misasa yebabandi. Changa, changalala, changa.
Nyonyo wetu mabella sansakani. Chandra, chandra, chandra. Eh bien, puisque vous avez bien chanté, l'oiseau est descendu avec l'enfant. Il a remis l'enfant à la maman. Elle est rentrée à la maison avec son enfant. L'histoire se termine bien. Elle me permet de répondre à la dernière question. Quand est-ce que vous rentrez dans votre pays, monsieur? Eh bien, quand vous en aurez assez comme ça de chanter avec moi. Voilà. Je vous remercie. Merci. 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 Merci.